Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que, vous l'avez certainement remarqué, j'ai été un peu plus actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps avec l'arrivée, le début de la saison. On a eu un week-end exceptionnel, mais comme vous le savez également, j'étais en plein travail, on va dire, sur les previews. Il m'en reste une à vous sortir, donc elle arrive un peu après le début de saison. Enfin voilà, il n'y a eu que l'opening week-end, on va pas non plus dire que ça arrive super en retard, mais comme j'avais expliqué, voilà, j'ai eu une petite intervention euh, médicale. Donc voilà, j'étais un peu dans les choux pour toute la semaine dernière. Et donc voilà, j'ai pu suivre du baseball et compagnie, mais il fallait que je suive un peu les directives des médecins. Et voilà, c'est tout simplement pourquoi j'ai pas pu sortir cette dernière preview. Bref, assez parlé de ma vie, on va commencer, mais juste avant, vous le savez, le petit instant promo très rapide. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Et pour ceux qui commencent à intégrer Blue Sky, je suis sur Blue Sky. Tapez le Homera, vous allez certainement trouver mon compte. J'ai du mal. Bref, on va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, on va donc parler de la plus grande, la meilleure conférence du pays actuellement. Je rappelle, je compte en même temps. 2017, Florida remporte les College World Series. 2018, c'est Oregon State, donc c'est pas une SEC, mais je pense que c'est la seule année. 2019, c'est Vanderbilt. 2020, Covid. 2021, Mississippi State. 2022, Ole Miss. 2023, LSU. Et 2024, Tennessee. Donc vous avez compris, l'hégémonie et la domination pure de la SEC quasiment sur cette dernière décennie est vraiment palpable. Et ça risque pas de changer avec, comme vous l'imaginez et comme vous le savez, on en a parlé plusieurs fois, il y a eu le réalignement avec les arrivées de Texas et Oklahoma. Texas, fac quand même référencée, une des plus grandes facs de l'histoire du college baseball, et qui arrive aussi avec de fortes ambitions. Ils ont récupéré Jim Schlossnagle, le coach perdant du dernier college World Series avec Texas A&M. Il arrive dans un contexte assez particulier puisqu'il va encore plus animer quelque part cette rivalité entre A&M et Texas. Et au-delà de ça, on a Oklahoma qui n'est peut-être pas la grosse place forte du college baseball, mais qui a toujours été un programme plutôt solide, plutôt référencé. Je rappelle qu'ils ont été en finale quand même des College World Series en 2022, et qui arrive aussi avec pas mal de talent, notamment des joueurs dont on va certainement entendre parler avec la draft 2025. Donc voilà, on va dire que c'est un petit préambule pour vous préparer à cette SEC qui est plus chargée que jamais. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'était un record en termes de membres de la conférence qui ont intégré le tournoi national. Je pense qu'il y a eu 10 ou 11 programmes SEC, sachant qu'il y en avait en totalité peut-être 14. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 équipes qui n'ont pas, 3 ou 4, peut-être je me trompe un peu, mais qui n'ont pas fait partie de ce tournoi national. Donc ça veut dire que vraiment cette conférence pèse. Ça risque pas de changer avec cette saison normalement. Et la dernière chose que je voulais rappeler, c'est que avec cette grosse domination de la SEC et à une moindre mesure de la ACC, on a vu l'année dernière un premier schisme, on va dire, qui était un peu projeté depuis, on va dire, 3-4 saisons, mais cette saison-là, donc la saison 2024, ça s'est vraiment vu, puisqu'au College World Series, on a eu 8 équipes, et les 8 équipes étaient soit SEC, soit ACC. Donc c'est pour vous dire à quel point cette crainte un peu de perdre cette homogénéité du baseball universitaire n'a jamais autant été palpable. Mais bon, c'est encore une fois la preuve que là, ils sont prêts à investir de plus en plus. Comme on le sait, le baseball aussi a un intérêt géographique. Le sud, forcément, on commence en février, c'est quand même un peu plus agréable que le nord. La Big Ten en pâtit, mais il n'y a pas que la Big Ten, je pense à la Big East, North East, pas mal de conférences qui en pâtissent sur leur début de saison. Et surtout, la SEC est un peu à la croisée des chemins, puisque, comme on en a parlé précédemment, vous le savez,
La NIL est arrivée, donc ça c'est plutôt en faveur de la SEC quelque part, hein, c'est revenu droit à l'image pour les étudiants athlètes. Les revenus partagés qui vont certainement arriver vont pourquoi pas être aussi à l'avantage un peu de la SEC, mais à contrario, cet amas de talent frustre des joueurs. Il y a des joueurs notamment qui arrivent en termes de freshmen ou autres qui n'ont quasiment pas leur chance et qui finissent par transférer. Même des freshmen talentueux, freshmen qui deviennent sophomores, etc. etc. J'ai un exemple à vous donner avant de commencer vraiment la preview, c'est Paxton Kling. Paxton Kling, à sa sortie de lycée, c'est un gros prospect. Il décide de suivre son commit du côté de LSU. Et à LSU, il arrive quand même dans une équipe qui est assez chargée. Il fait montre de pas mal de choses très intéressantes défensivement. Par contre, au niveau de la batte, ça ne se traduit pas du tout offensivement, c'est même très compliqué. Et là, en fait, cette saison, donc là, ça doit être sa saison junior. Il se retrouve du côté normalement de Penn State, si je dis pas de bêtises. Donc on va suivre un peu son évolution, puisque c'est quand même un joueur qui pourrait faire partie des prospects très intéressants pour la draft à venir. Je pense même, si je dis pas de bêtises, je revérifierai s'il le faut, mais en termes d'âge, je pense qu'il était déjà éligible en tant que sophomore, mais bon, avec ses performances offensives assez cata, c'eût été très compliqué de lui trouver un spot intéressant, quoi, en termes de draft. Donc bref, après ce préambule, on va pouvoir commencer la preview. Donc maintenant, je pense que vous êtes un peu habitués, je fais par zone, donc zone basse, zone moyenne, zone haute. Spoiler alerte, il y aura très peu d'équipes dans la zone basse, donc on va directement aller, très vite aller dans la zone moyenne et ensuite dans la zone haute. Et on va pouvoir y aller sans plus tarder. On commence donc par la zone basse et on va parler de Missouri. Et je précise, je ne me base pas sur les premières observations que j'aurais pu voir en opening week-end, parce que déjà ça n'a aucun sens, ce n'est qu'un week-end, et surtout on va pas commencer à tricher en se disant telle équipe a eu du mal, peut-être je vais la mettre plutôt en zone basse qu'en zone moyenne, ou telle équipe a été vraiment exceptionnelle, je vais la mettre, voilà. Tout ça n'a aucun sens, vous l'imaginez bien, donc bien sûr je ne vais pas m'appuyer sur ce tout début de saison, je vais faire une preview en tant que tel. C'est vraiment en considérant tout ce qui s'est passé avant même le début et ce premier week-end de compétition. Bref, Missouri. Bon, pour les Tigers, j'ai envie de dire que on est malheureusement sur une continuité. Alors malheureusement, c'est un peu difficile de dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a un peu plus de mal à être compétitive vis-à-vis des grosses écuries SEC. La saison dernière, ils avaient plutôt bien commencé. Je me rappelle qu'ils avaient fait accrocher 2-3 équipes, ils avaient fait des choses un peu intéressantes. Mais bon, une fois le calendrier SEC en place, ça a été plutôt une sorte de torture pour l'équipe de Kerrick Jackson. L'année dernière, c'est 23 victoires, 32 défaites. Au global, c'est 9 victoires, 21 défaites en SEC. Donc clairement, c'était l'équipe que les autres équipes voulaient affronter. Peut-être pas Florida, puisque Florida a galéré contre eux. Mais à part Florida, voilà, en général, les autres équipes sont plutôt régalées. Et il n'y a pas vraiment d'optimisme immédiat. Alors encore une fois, c'est du sport. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qui reviennent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de projection, au niveau du pitching staff, on a quelques joueurs qui ressortent. J'ai vu le nom de Daniel Whistler, j'ai vu le nom de Will Liebert sur D1 Baseball. Ce sont des joueurs, des lanceurs gauchers très intéressants a priori. Et surtout, il va falloir garder un œil sur Brock Lucas. Brock Lucas devrait être l'ace un peu de cette équipe. C'est un joueur qui n'avait pas non plus des balles incroyables en termes de métriques. Par exemple, sa balle rapide va aux 92-93 miles par heure, de ce que j'avais noté. Mais par contre, c'est un joueur qui est capable de challenger les adversaires, de faire montre de commande de temps en temps. Donc à voir comment il a progressé d'une saison à l'autre, bien entendu, mais ça peut être très 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 intéressant à suivre. Au global, le pitching staff, ce qu'il en retourne, c'est qu'il y a une meilleure profondeur, donc ça pourrait être un peu ce qui peut les aider, puisque je le rappelle à chaque fois, je vais encore le rappeler, jusqu'à ce que vous en ayez marre, pardon, tout simplement, ce qui fait la différence en college baseball, c'est la défense. L'attaque, et même si pour Mizzou, ça peut être un problème, mais l'attaque en général, ça se passe plutôt pas mal pour la plupart des universités. Mais le déclic, la chose qui fait la différence, encore une fois, c'est la défense, et ça passe bien sûr par les performances de vos lanceurs. Maintenant,
À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On va bien sûr suivre la saison de Jackson Lovitch. Jackson Lovitch, très clairement, l'année dernière, c'était un peu le go-to guy, on va dire, de Missouri. Il a terminé avec une dizaine de home runs. Il a aussi montré de belles choses en termes de stats. En général, c'est un infielder. C'est pas une star en tant que telle, mais ça peut être un peu le chef entre guillemets de la meute. J'avais lu j'avais lu qu'ils avaient fait un transfert qui est très intéressant, c'est Pierre Seals, si je dis pas de bêtises. Pierre Seals, en fait, lui, il vient d'une mid-major, donc on va voir en fait comment la transition en SEC se passe, mais ça pourrait être un joueur potentiellement très intéressant pour euh, aider en fait à ce que le line-up fasse montre d'un peu plus de puissance, parce que l'année dernière c'était clairement le problème, hein. Offensivement, c'est une équipe qui était, on va dire, enfin je vais reprendre les termes de baseball, hein, on va pas se leurrer, old school college baseball, c'est-à-dire que c'est du baseball qui se rapproche un peu du baseball qu'on voit aussi par exemple au Japon, un baseball qui va être beaucoup moins à base de frapper des home runs euh, et essayer voilà, de scorer assez vite grâce au home run, donc grâce aux frappes de puissance. Ça va être plutôt du small ball, beaucoup de small ball, essayer de travailler sur base, arriver sur base, travailler sur base et rentrer des points comme on peut de cette manière-là. Aussi profiter des opportunités. On est en college baseball, les erreurs arrivent plus fréquemment, par exemple qu'en baseball professionnel, bien entendu. Mais voilà, c'était un baseball d'opportunité plus qu'un baseball avec un style bien tracé. Donc c'était un small ball, mais plus d'opportunités. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein, franchement, sur eux. Comme je l'ai dit, on va espérer que Seals puisse montrer des choses comme ce qu'il a montré du côté de Memphis l'année dernière. Voilà, je peux vous donner quand même quelques chiffres pour finir avec Mizzou. Seals, c'était .327 de moyenne à la batte, c'était quand même 10 home runs, 33 points produits. Donc voilà. Pas grand chose à dire concernant Mizzou, mais on va espérer que ça se passe bien pour ces derniers. Et donc, nous voilà done avec la zone basse, hein, tout simplement. Voilà, je vous avais fait un spoiler un peu plus tôt. C'est la seule équipe que je vois vraiment en zone basse, puisque à partir de la prochaine, pour moi, c'est plutôt de la zone moyenne, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui euh, peuvent tirer leur épingle du jeu. Il y a quand même beaucoup de qualité dans leurs effectifs, mais dans une SEC aussi dense, je parie un peu moins sur eux que sur ma zone haute. En fait, c'est tout simplement ça. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu Missouri et les autres. Bien sûr, la saison va me dire si j'avais raison ou tort, mais c'est un peu l'impression que j'ai en cette pre-season, en tout cas dans cette preview. Donc on passe à la zone moyenne et on va aller sans plus tarder du côté de Columbia. Et donc South Carolina. South Carolina, alors je le rappelle, j'aime bien faire un petit rappel comme ça, historique rapide, hein, mais c'est une fac qui, même si on parle moins d'elle, surtout actuellement, dans une conférence quand même très 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 chargée, ça c'est une fac historique. C'est une fac qui a été pas mal au tournoi national, qui a été au College World Series assez souvent, qui a été également championne, hein. Je rappelle qu'ils ont gagné 2 titres, et 2 titres en plus en back-to-back. Je pense que c'est une des 6 ou 7 équipes dans toute l'histoire des College World Series qui ont réussi à faire un back-to-back. Donc c'est pas rien. La saison dernière, ça s'est pas exceptionnellement bien passé. On va dire que, entre guillemets, après une saison, on va dire 2023, où il y avait pas mal d'espoir derrière un freshman comme Ethan Petrie, et puis voilà, un line-up qui était très intéressant, la saison 2024 n'a pas été la saison de la confirmation. Euh, Il y a toujours du talent, notamment Ethan Petrie, mais on sait qu'en SEC, ils ont terminé notamment avec un bilan de 13 victoires, 17 défaites. Ça ne les a pas empêchés, hein, d'aller au tournoi national tout de même. Mais bon, euh, tout n'a pas été rose, pour faire simple. J'ai l'impression qu'une des choses qui a touché South Carolina, c'est aussi les blessures. Et il termine malgré tout avec un bilan de 37 victoires, 25 défaites au global, ce qui n'est pas déshonorant, bien au contraire. Et surtout, cette saison, ce qui est intéressant, c'est ils vont continuer avec un groupe quand même qui est euh, pas mal inchangé entre guillemets. Donc il y a beaucoup d'expérience et il y a du talent. Bien sûr, Ethan Petrie, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a Kennedy Jones, Henry Kagsmar, Talmadge, LeCroy. Je sais ils font exprès d'avoir des noms compliqués pour des gens comme moi.
mais c'est pas grave, nous ne leur en tiendrons pas rigueur pour parler français. Euh, une chose qu'on peut bien sûr noter, c'est malgré tout la fuite des talents, ça, c'est ce qui fait partie du college baseball, notamment via la draft, puisque Cole Messina, qui était quand même l'autre gros joueur qui tenait à bout de bras euh, South Carolina avec Ethan Petrie, quand on a vu les blessures, bon bah il est parti à la draft. Gavin Casas est parti également. Mais encore une fois, voilà, il y a du talent, il y a de la profondeur quand on parle de line-up. Maintenant, peut-être, ça va être le pitching staff qu'il va falloir regarder. Donc, ça reste intriguant en fait, South Carolina, parce qu'en même temps que je vous parle, je regarde un peu, je me remémore un peu les stats. Et bon, en termes de line-up, je vois qu'il n'y a pas de problème. Vraiment, encore une fois. Maintenant, en termes de pitching staff, j'ai envie de dire que c'est intriguant. C'est-à-dire qu'il y a du talent encore une fois, il y a pas mal de joueurs qui reviennent, donc c'est-à-dire de l'expérience, des habitudes, c'est pas rien en termes de pitching staff. Et puis, il y a quand même voilà, quoi, des joueurs qui permettent de faire montre d'une certaine profondeur en termes de pitching. Justement, les joueurs, parlons-en un peu. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qui est Ethan Petrie, mais si, je vais vous faire l'affront en fait. Euh, Ethan Petrie, jusqu'à présent, c'est une très très grosse carrière dans le college baseball. En tant que freshman, c'était un de ces freshmen un peu à la Charlie Condon qui ont fait des grosses saisons. Donc lui, du côté de South Carolina, alors que Charlie Condon c'était du côté de Georgia. Il avait réussi à frapper plus de 20 home runs. Et il a fait la même chose en tant que sophomore. Donc j'ai envie de dire que offensivement, euh, c'est très intéressant. Je peux vous donner quelques stats bien sûr, comme je le fais à chaque fois. L'année dernière, c'est .306 de moyenne à la batte. C'est 21 home runs, 53 points produits et son OPS c'est 1.110. Donc voilà, ça vous place un bonhomme. Euh, Sa saison freshman, on avait des problèmes de strikeout, hein, son rate de son ratio, on va dire, de strikeout. Je cherche vraiment mes mots en français, ça devient de plus en plus horrible. Mais bref, son ratio de strikeout était assez élevé. L'année dernière, il avait toujours des petits problèmes de strikeout, mais il a aussi réussi. Il a aussi réussi. Il a aussi, ouais, réussi, on peut dire ça comme ça, euh, de provoquer plus de buts sur balle. Et notamment, l'année dernière, c'est quand même 51 buts sur balle provoqués. Donc, à voir s'il continue à progresser à ce niveau-là. À voir également si défensivement, il arrive vraiment à faire ce step pour montrer qu'il peut être élite. Et là, on a un top pick si, bien sûr, ça se passe comme ce que voilà, ce que j'ai imaginé pour lui, tout simplement. Maintenant, c'est pas le seul joueur. J'ai donné deux trois autres noms comme Kennedy Jones tout à l'heure. Peut-être le joueur qu'il va falloir suivre, hein, ce que je lisais un peu dans les rapports, notamment le rapport d'automne de D1 Baseball, c'est Jake McCoy. Jake McCoy, lanceur droitier, il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, hein, quelques apparitions. On l'a un peu protégé, c'était un tout jeune joueur. Là, il revient bah voilà, avec une année de plus dans le coffre, on va dire. Par exemple, je peux vous dire que sa balle rapide, qui était un peu ce que notaient les scouts, est très intéressante, hein, 96 miles par heure, peut-être qu'elle va toper un peu plus encore. Il a une slider aussi qui apparemment est très intéressante. Et de ce que j'ai lu, ça pourrait être un joueur de la rotation, hein, maintenant de South Carolina, donc ce serait un gros jump, à voir comment bien sûr cela se traduit pour lui en termes de pression, puisque vous passez de quelqu'un qui était dans le bullpen mais qui a très peu joué, à un joueur qui directement est lancé dans le grand bain en tant que, peut-être pas ace, mais starting pitcher. Donc voilà, ce sont les deux noms principaux à retenir pour moi du côté de South Carolina. Ethan Petrie, comme je l'ai dit, préparez-vous à entendre parler de lui par rapport à la draft, puisque en termes de SEC, c'est peut-être dans le top 10 hein, des joueurs à suivre pour la draft. Voilà, pour South Carolina, on va passer à la suite. Il est temps d'aller du côté du Mississippi, on va aller du côté d'Oxford, hein, Ole Miss. Alors Ole Miss, l'année dernière, ça a été assez frustrant de les suivre, honnêtement. Euh, Il y a du talent, encore une fois.
C'est très très étrange en fait quand on parle d'Ole Miss parce qu'il y a du talent, il y a eu des matchs références et il y a eu des matchs références dans le mauvais sens en fait, tout simplement. Et ça s'est très mal terminé puisqu'ils ont terminé avec un bilan en SEC de 11 victoires, 19 défaites et un bilan au global négatif, hein, 27 victoires, 29 défaites. Mike Bianco quand même là depuis maintenant de nombreuses années et de plus en plus critiqué. Alors certainement à raison, hein, je sais, je peux être un peu embêtant, mais moi je prends jamais trop parti dans ce genre de choses. J'essaie plutôt d'être assez factuel, mais bon, même si on regarde au niveau factuel, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, Ils ont gagné, c'est vrai, les College World Series en 2022, mais si on regarde le bilan au global de la saison 2022, c'est vraiment, ils ont, comme on dit, carry le momentum, hein, parce que ça se passait pas très bien, et c'est juste sur le mois de mai qu'ils sont devenus imbattables, et ils sont passés par un trou de souris en 2022 pour se qualifier pour le tournoi national, et en fait, ils ont décidé d'être invincibles. Mais si on regarde bien, si on regarde au microscope ces saisons-là, donc 2022, 2023, 2024, ce qui leur ressort, c'est un manque pour moi de continuité. Encore une fois, en 2022, on peut dire qu'il y avait quand même des leaders, hein. On pense à Tim Elko, pour ne citer que lui. Voilà, des joueurs avec une certaine expérience, des joueurs aussi avec une euh, grosse gueule, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais qui étaient capables de prendre la pression pour eux et de ne pas la redistribuer sur leurs coéquipiers. Je sais pas en fait que dire de positif, hein, sur ces 3 dernières saisons. On va espérer surtout que là, Ole Miss, puisqu'ils ont quand même du talent encore une fois, il y a des joueurs qui reviennent aussi. Il y a un joueur très important dont je vais vous parler dans quelques secondes qui revient et il pourrait aussi changer des choses. Mais j'ai l'impression que Ole Miss reste dans cette zone moyenne. Pourquoi? Puisqu'il y a beau avoir du talent et pour moi ça peut être une saison justement, enfin une saison de rebond pour Ole Miss. Mais encore une fois, malheureusement, déjà la saison dernière, pour moi, ça aurait dû être une saison de rebond, mais ils n'ont pas su montrer ce qu'il fallait. On va voir un peu avec cette équipe, hein. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, il y a un joueur très important qui revient. Il a été champion avec eux en 2022. Je pense qu'à l'époque, il était freshman, hein. C'est Hunter Elliott, le lanceur gaucher de son état, tout simplement. C'est vraiment un joueur qui n'a peut-être pas des chiffres incroyables, mais qui peut être un joueur vraiment qui change en fait la dynamique de tout un pitching staff. Je rappelle, c'est un joueur qui est mal rapide dans les 91-92 miles par heure. Il a aussi une change-up qui était quand même assez costaud. On le connaît pour sa change-up, hein, Hunter Elliott. Et de ce que j'avais lu dans les rapports d'automne, il a ajouté. Enfin, il avait déjà une slider, pardon, mais il l'a vraiment amélioré, tout simplement. Euh, ça va être pour moi ça va être pour moi en fait le joueur qui peut prendre ce rôle. Je connais pas en fait son caractère personnellement, hein, mais pour moi c'est ce genre de joueur qui doit step up et prendre ce rôle, non pas juste de leader par l'exemple sur le terrain, mais de leader tout court, d'un pitching staff qui en aura bien besoin. Ils ont perdu quand même des joueurs, hein, oh mon dieu, les noms, j'ai oublié, j'ai oublié son nom. Il est parti du côté de Tennessee, si j'ai pas de bêtises. Euh, Voilà, j'ai perdu son nom. C'est un truc de fou. C'est Liam Doyle. Oh mon dieu, j'ai mis du temps. Liam Doyle, et il est parti et c'était quand même un de ces joueurs qui normalement aurait pu aider justement à solidifier encore plus ce pitching staff. Maintenant, encore une fois, Hunter Elliott, pour moi, il détient une grosse clé. Pour moi, il détient une grosse clé. L'autre chose qu'il va falloir voir du côté de Ole Miss, pour moi, c'est de retrouver un peu ce line-up qui est imprévisible et potent. Et c'est vrai que quand on regarde depuis le départ de Jacob Gonzalez, on n'a pas de top pick qui ressort un peu de Ole Miss. Et c'est ce dont on a besoin de voir du côté du line-up de Ole Miss. Il y a des joueurs, hein, comme Luke Hill qui peuvent tirer leur épingle du jeu s'ils arrivent à montrer en fait tout le bien dont on pense, enfin qu'on pense d'eux. Mais clairement, ça manque pour moi de, on va dire, d'exemple. Je sais pas comment dire ça, mais un véritable exemple d'un joueur au niveau du line-up qui peut être ce gars, tout simplement. Vraiment, euh, cette star pour eux. Euh, voilà, en fait, il y a beaucoup de questions quand je regarde Ole Miss. Là, je regarde encore le roster, hein, en même temps que je vous parle. Je vais pas vous mentir. C'est pas, euh, c'est pas un roster qui est
qui est si faible que ça, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est vraiment un roster qui normalement peut au moins taper le milieu de cette SEC. C'est pas un roster qui doit regarder les bas-fonds en fait, de la SEC pour moi, Ole Miss, mais tout va dépendre déjà de Mike Bianco, de son staff, de ce qu'ils vont être capables d'importer. On sait que le sport c'est très mental également. Et vous voyez, j'ai pas beaucoup de noms à vous sortir en soi, hein. Je pourrais vous faire du name dropping, hein. Je pense que Riley Maddox, Mason Nichols, qui sont quand même des lanceurs expérimentés, vont avoir aussi un rôle très important derrière Hunter Elliott. On va voir bien sûr Hunter Elliott à quel niveau il revient après ses grosses blessures, bien entendu, hein, parce qu'il n'a pas joué depuis 2 saisons. C'est ça aussi la chose à voir. Euh, voilà, il y a des joueurs, hein. Il y a Mitchell Sanford, Jude Utermark, pardon. Euh, voilà, je vois des noms quand même qui sont intéressants pour le Miss, mais encore une fois, j'ai pas les clés. C'est ça qui est difficile. Par exemple, Missouri, c'est facile pour moi de vous dire, bon bah voilà, en termes de prévision, ils paraissent plutôt en zone basse parce que c'est très facile d'identifier les éléments. South Carolina, par exemple, pour moi, je les mets en zone moyenne, j'en ai parlé avant Ole Miss, mais pour moi, ils sont bien plus proches de cette zone haute, par exemple, que Ole Miss au début de la saison, et pour moi, c'est pas forcément normal quand on regarde le roster d'Ole Miss. C'est un roster pour finir avec ça, qui a du talent, qui a des joueurs qui étaient référencés à leur sortie de high school, mais qui n'ont pas confirmé. Et donc voilà, tout simplement ce qu'on attend du côté d'Olmis, c'est que ces joueurs, en année 2, en année 3, en année 4, confirment enfin voilà, tout le bien qu'on pensait d'eux à leur arrivée, pour faire d'Olmis de nouveau une équipe qui est beaucoup plus proche quand même de cette zone médiane, voire un peu plus haute que ce qu'ils nous ont montré ces 2 dernières saisons. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, dans le vent pour Ole Miss parce que c'est très intriguant, c'est très difficile de quantifier en fait, ou de vous dire, ok, le problème c'est ça. En termes de métrique, oui, le problème c'est que, voilà, en termes de pitching staff, c'était un pitching staff qui n'était pas incroyable, mais c'était pas le pitching staff le plus horrible. En termes de line-up, c'était pas le line-up incroyable, mais c'était pas le line-up le plus horrible. J'ai l'impression que c'était plus des failles mentales, puisqu'ils ont lâché des matchs qu'ils n'auraient pas dû lâcher, où ils se sont mis en difficulté tout seuls. Je me rappelle d'un match notamment face à Hawaï, où ils auraient dû gagner assez facilement, ils se font reprendre. Enfin bref. Euh, pour moi, c'est presque plus mental. Est-ce que c'est un problème de coaching? Est-ce que c'est une approche qui est une approche problématique? Je veux dire, Bianco, il a quand même une vingtaine de saisons, je pense, maintenant à Ole Miss, donc peut-être c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a une approche qui doit être changée de côté de Mike Bianco. Alors, est-ce qu'il faudrait carrément, c'est pas moi de décider bien sûr, mais il faudrait carrément changer de coach? Bref. L'année 2025 pour Ole Miss, pour moi, c'est une année cruciale. Il faut vraiment qu'ils montrent qu'ils sont capables d'être de retour, au moins d'être compétitifs. Je leur demande pas d'être tout en haut de la SEC, tant mieux pour eux s'ils le font, mais en tout cas d'être compétitifs, c'est tout ce qu'on leur demande avec le roster qu'ils ont. Voilà, voilà. J'ai parlé beaucoup, mais voilà, c'est parce que c'était très difficile pour moi de trouver les bons mots pour Ole Miss. On va partir du côté de Tuscaloosa, on va aller du côté d'Alabama, hein. Alabama, donc l'année dernière c'était l'année 1 de Rob Vaughn. Rob Vaughn, je le tiens en haute estime puisque c'était le coach de Maryland. Il a fait de Maryland vraiment une puissance, un côté invincible en Big Ten, hein. Je l'ai rappelé plusieurs fois. Ça s'est toujours mal terminé au niveau du tournoi national compte tenu du talent qu'il a su développer, mais il avait toujours des problèmes de pitching. Euh, il est arrivé l'année dernière à Alabama, alors ça a été plutôt dans la continuité de ce qu'on voyait du côté d'Alabama, hein. Euh, une équipe moyenne bonne, on va dire. Dans une SEC chargée, ça leur a donné un bilan négatif, mais assez important pour pouvoir leur permettre de faire encore une fois montre de leur talent au niveau du tournoi national, puisqu'ils ont terminé en 13 victoires, 17 défaites en SEC, mais en 33-24 au global, donc c'était un bilan positif. Euh, Ils ont des joueurs vraiment qui sont très intéressants, mais surtout en termes de solidité. C'est-à-dire que pour moi, ça manque un peu de stars, mais par contre, et c'est ce que j'avais lu d'ailleurs sur d'un baseball, c'est peut-être une des équipes les plus équilibrées en fait. Que ce soit quand on regarde le pitching par rapport à line-up, etc., c'est une équipe qui fait montre voilà, d'un certain équilibre tout simplement. On va pas chercher à réinventer des mots. Pour moi, ils ont un joueur qu'il faut suivre, c'est tout simplement Justin LeBron. L'année dernière, c'est un All-American shortstop. Euh, C'était un freshman, hein, d'ailleurs l'année dernière. C'est .338 de moyenne à la batte, c'est 12 home runs, 37 points produits. Euh, un défenseur qui a montré
Enfin, c'est un défenseur de top 10 en fait, j'ai envie de dire. Euh, Très très calme. Il a fait montre de ses qualités athlétiques dans cette position premium qu'est la position de shortstop. Et on va voir si cette année 2, hein, cette année sophomore, va confirmer tout le bien qu'on peut penser de ce joueur-là. Pour moi, c'est clairement, même s'il est très jeune, ce leader que peut être, enfin, ce leader d'offense qu'il peut être par rapport à une offense qui est, somme toute, intéressante. Kate Snell va être à suivre. Euh, Will Odo aussi va être à suivre. Ce sont des joueurs qui sont des très bons frappeurs. Euh, et puis ils ont des transferts qui sont intéressants. Il y a Staten. Alors Staten, il vient de Samford en mid-major. L'année dernière, c'est quand même 19 home runs, 19 doubles, 319 de moyenne à la batte, 69 points produits. Donc voilà, c'est très 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 intéressant à voir s'il peut traduire ça au niveau de la SEC. C'est toujours le même problème, mais en tout cas, il y a clairement des choses à faire. Euh, J'ai envie de dire qu'en termes de pitching, là aussi c'est plutôt intéressant, c'est plutôt solide, à défaut d'être vraiment euh, incroyable. Un joueur que je peux vous donner, Zane Adams. Zane Adams, puisque c'est peut-être un des joueurs les plus expérimentés. Ça serait certainement, ça devrait être certainement l'ace de cette saison. Il n'a pas des chiffres incroyables, mais ça reste un joueur voilà, qui peut être solide, qui peut porter un peu ce pitching staff et notamment cette rotation. On parle pas mal de Riley Quick. Pour être honnête, moi je ne l'ai pas vu, hein, donc je peux pas trop vous en parler, mais apparemment c'est quelqu'un qui a. On parle souvent d'upside aux États-Unis, donc en anglais, mais c'est pour dire qu'il a un potentiel en fait tout simplement qui est très 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 intéressant. Il n'y a pas énormément de choses à dire concernant Alabama. Je pense que c'est une équipe qui peut encore terminer dans cette zone de 13-14 victoires en SEC. Euh, et qui peut très bien encore se qualifier hein, pour le tournoi national. Il n'y a pas de raison, il y a de la continuité. Il y a un coach qui est capable de tirer le meilleur d'une offense en général. On va voir aussi ce que Justin LeBron nous donne, nous offre cette saison. Et voilà, hein, c'est allez-y Alabama, tous les voyants sont plutôt au vert. C'est juste qu'après, il y a une telle concurrence que je les vois mal être beaucoup plus haut que ça. On va maintenant parler de la première des deux équipes qui rejoint la SEC, c'est Oklahoma. Alors vous pouvez vous dire, oui, il en parle super tôt. J'en parle super tôt, mais après, comme je l'ai dit souvent, comme c'est des zones, il n'y a pas un véritable classement. Dans la zone moyenne, ça se vaut. Oklahoma, pour moi, c'est un peu en dessous de la zone haute, mais surtout par rapport au fait que, voilà, ils ont quand même perdu pas mal de joueurs en termes de line-up. Ils ont par contre un pitching staff qui est très 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 intéressant. Il y a bien sûr du potentiel au show draft. Hein, je pense à Kyson Witherspoon par exemple. Euh, Oklahoma, Skip Johnson, on sait que c'est un entraîneur qui fait du très bon boulot. Je rappelle, ils ont été en finale hein, il n'y a pas si longtemps que ça d'école World Series. Ils ont également eu, je pense qu'ils ont remporté la saison régulière de Big 12 l'année dernière. Pour la dernière en Big 12, c'est sympa de dire au revoir comme ça. Euh, voilà, il y a du talent. Comme j'ai dit, Kyson Witherspoon, surveillez bien ce nom. Si ça se passe bien pour lui, lui et son frère Malakai Witherspoon étaient un peu ces têtes d'affiche surprise la saison dernière hein, du côté d'Oklahoma. Et maintenant, bah voilà, ce sont des lanceurs référencés, hein, tout simplement. On va voir comment ça se traduit aussi en SEC. Mais bon, ils étaient quand même dans la Big 12. Hein, c'était aussi euh, une grosse conférence. C'est pour Kyson Witherspoon, je pense même qu'il est projeté d'être starter alors que son frère Malakai, je pense qu'il va être plutôt en releveur. On va voir un peu comment ça se passe, hein, puisque là on parle de rapport, de ce qu'ils ont vu en automne pour nous annoncer un peu ça, mais on va voir bien sûr au fur et à mesure de la saison comment vraiment ça se décortique, comment ça se dégoupille, ou ça se goupille plutôt, dégoupille je pense que c'est ça a une autre signification, pardon. Euh, Malakai, le frère de Kyson, pour parler d'abord de lui, après on va parler de Kyson rapidement, c'est peut-être le lanceur des deux qui est peut-être le moins avancé, mais qui a peut-être le plus de potentiel. Euh, c'est un joueur qui peut aller topper les 98 miles par heure en termes de balles rapides. Kyson, ce n'est pas si loin que ça, hein, il a déjà topé aussi ce genre de métrique, mais Malakai semble être plus à l'aise à topper ce genre de métrique, enfin ce genre de vélocité. Par contre, en termes de commande, Kyson Witherspoon est clairement le meilleur des deux frères là-dessus. En tout cas, sur ce qu'il a montré sur la dernière saison.
Et sur même les rapports d'automne, c'est ce qui transpire encore une fois. Donc, ça va être un peu à Kaizen Witherspoon de lead un pitching staff qui est très intéressant. Vraiment très 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 intéressant. Euh, alors que du côté du line-up, on a quand même des joueurs qui reviennent, hein. Je pense à Easton Carmichael qui est clairement le catcher très 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 important de cette équipe. Jackson Willits, très bon défenseur. J'ai l'impression que de toute façon, au Oklahoma, ils sont souvent construits autour de très bons, enfin du bon pitching staff et d'une très bonne défense, à défaut d'avoir des battes très 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 chaudes. Mais ça peut leur permettre justement, hein, comme la défense fait la différence, ça peut leur permettre de vraiment tirer leur épingle du jeu dans cette SEC. On va quand même espérer un peu plus, hein, en termes de line-up, en termes de ce qu'ils peuvent montrer en termes d'offense. Et surtout, on va voir aussi ce qui se passe en termes de transfert. Je sais qu'il y a du JUCO, on parle beaucoup euh, de Dylan Tate. Dylan Tate, c'est aussi un autre pitcher qui vient s'ajouter à cet amas de pitchers très talentueux de côté d'Oklahoma. Donc vraiment, voilà, j'ai arrêté de faire du name dropping, je vais pas rester trop longtemps sur Oklahoma parce qu'il y a très peu de choses négatives à dire les concernant. Pour moi, j'ai mis en zone moyenne parce qu'il y a aussi cette histoire voilà, de changement de conférence. Forcément, c'est pas si simple que ça, surtout dans la meilleure conférence du pays. Mais honnêtement, c'est une valeur sûre normalement. S'il n'y a pas de blessure, ça devrait aller bien. Ça devrait normalement être du côté du tournoi national en juin. Voilou. On va parler, et c'est peut-être un peu tôt pour certains, mais d'une équipe qui était l'année dernière au College World Series, qui est en progression constante sur ces 2-3 dernières saisons, qui par contre a un renouvellement d'effectifs important, et c'est pourquoi j'en parle dès maintenant, c'est Kentucky. Les joueurs de Nick Mingione ont réussi à... comment on peut dire ça? On va dire à confirmer qu'il ne faut pas parier contre eux. 2023, ils font une très belle saison. 2024, on se dit ah attention, voilà, c'est difficile de confirmer, bah, ils font une meilleure saison, ils vont au College World Series. Moi sur mon bracket j'avais même mis finaliste des College World Series. Bon, ils ont décidé de flinguer mon bracket, mais je veux dire, je ne leur en tiens pas rigueur. Mais bon, plus sérieusement, voilà, c'était une équipe très intéressante, avec notamment le Montréalais c'est Emilien Pitre, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Il y avait Walt Schmidt, la star claire, hein, de ce line-up. Il y avait des joueurs très expérimentés sur le monticule. Ça nous a donné en fait bah voilà, une équipe très solide, très difficile à jouer, et c'est une équipe qui s'adaptait à tous les baseballs. S'il fallait jouer avec puissance face à une autre équipe assez puissante, une course à la puissance, bah, ils étaient capables de le faire l'année dernière. S'il fallait jouer un peu plus comme ils le faisaient en 2023, c'est-à-dire un baseball d'opportunité, un baseball un peu plus small ball, ils étaient capables de le faire. Il y a eu beaucoup de victoires en mode grit and grind du côté de Kentucky. Et même si par exemple un pitcher avait une mauvaise performance, bah, le line-up suivait. Si le line-up était beaucoup plus froid, le pitching staff suivait. C'était toujours, ils arrivaient toujours à trouver une façon de gagner. Maintenant, encore une fois, il y a bien sûr euh, des questions. Déjà, le fait que euh, ils ont leur rotation est une rotation complètement nouvelle. Leurs joueurs de la saison dernière sont partis. Donc là, ils partent sur un nouveau cycle de starting pitcher. Ils sont partis chercher des joueurs qui sont plutôt du mid-major, si je dis pas de bêtises. Et tout simplement, on va voir un peu comment ils arrivent à faire la transition en SEC. Je sais qu'ils ont aussi transféré pas mal, hein, pour pouvoir récupérer des joueurs aussi dans le line-up. Je sais que les transferts dont on parle le plus, hein, c'est l'ancien joueur de Illinois State, Luke Lawrence. L'année dernière, c'est 13 doubles, 4 home runs, 48 points produits, mais surtout une moyenne à la batte de 337. Cole Age, ou Age, je ne sais pas comment on le prononce. Lui vient du côté de Columbia, hein, donc du côté de l'Ivy League. 329 dans un de moyenne à la batte, 13 home runs, 38 points produits. Même en termes de pitcher, je sais qu'ils ont récupéré un pitcher, hein, Nick McKay. L'année dernière, c'est quand même 96 strikeouts en 71 manches lancées. Donc, il y a du transfert intéressant. Va falloir que ça clique. Encore une fois, j'en parle assez vite, puisque pour moi, il n'y a pas normalement trop de problèmes, puisqu'ils ont quand même une philosophie.
C'est ça qui est bien avec ces coachs comme ça, quand ils ont une philosophie, que cette philosophie est bien intégrée par les joueurs, vous arriverez toujours à gagner des matchs. Je dis pas qu'ils vont gagner plus ou moins que la saison dernière, peut-être ça va être moins que la saison dernière, mais ça devrait leur permettre malgré tout d'être à la lutte pour pouvoir aller au tournoi national encore cette saison. Euh, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Il n'y a pas de nom hein, pour moi euh, comment on va dire, stand out quand on parle des joueurs qui reviennent. Hein. Je sais que derrière baseball il parle beaucoup de Devin Burks, mais Devin Burks, j'ai regardé ses stats avant d'enregistrer le podcast. C'était 3 home runs et 34 points produits. Et surtout, c'était pas des chiffres incroyables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça reste un joueur de position premium, hein, puisque c'est un catcher. Voilà, j'ai pas de nom de nom de star, par exemple, à vous donner ici. Je sais qu'il y a d'autres joueurs qui viennent de transfert. Il y a notamment le très bon première base qui vient de Campbell, hein, Dylan Kuntz. Donc on va voir un peu ce qu'il va être capable de faire du côté de Kentucky, mais honnêtement, il n'y a pas de star, mais en même temps, l'année dernière, Ryan Waldschmidt, c'était pas une star, c'est devenu une star. Donc, à Minjun de encore nous faire part de sa magie pour voilà, partir de ce entre guillemets nouveau groupe ou de ce groupe un peu régénéré pour encore être une équipe du top de la SEC. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, mais pour moi, c'est la zone moyenne. Voilà, voilà. Il est temps de parler d'une équipe qui doit maintenant, enfin qui nous doit une revanche, hein, j'allais dire sur la vie, peut-être pas, mais qui doit vraiment nous montrer ce dont elle est capable. C'est Auburn. Je rappelle qu'en 2023, c'était une des belles équipes de SEC. Par contre, en 2024, alors qu'on les imaginait aller au College World Series, eh bien non, pas du tout. Ils se sont même pas qualifiés pour le tournoi SEC, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils avaient le pire bilan de la saison dernière. 8 victoires, 22 défaites en SEC, 27-26 au global. C'était une saison un peu incompréhensible pour Bunch Thompson. Bon, après, il y a eu des blessures, il y a eu des. Voilà. Ça arrive hein, dans tous les sports d'avoir des saisons un peu down quand les planètes ne s'alignent pas ou s'alignent contre vous. Mais il y a tellement de joueurs qui reviennent qui sont très importants. Il y a du top prospect avec Ike Irish. Je rappelle que c'est 14 home runs, 59 points produits, 11 doubles hein, et c'est un catcher. Donc, un joueur qui va faire parler de lui normalement pour la draft à venir. Il y a des joueurs très expérimentés comme Cooper McMurray qui font partie de ces très bons frappeurs aussi dans ce line-up. C'était 14 home runs, 56 points produits la saison dernière. Il y a du transfert, Lucas Steele derrière baseball, on en parlait pas mal. Il vient aussi de Samford, on a parlé d'un autre joueur de Samford un peu plus tôt. C'est un joueur à 13 home runs et 61 points produits la saison dernière. Et puis on a des joueurs hein, comme Derek Fabian, le frère de Jude Fabian, qui se, se doivent d'avoir une revanche contre eux-mêmes ou par rapport à eux-mêmes, si je puis me permettre. Et puis on a Cade Bellew qui a une histoire assez tragique. Ça fait partie de la vie, mais c'est assez tragique pour lui. Euh, voilà, on fait une entorse à cette preview puisque j'ai vu quand même son match ce week-end. En fait, il a joué alors que sa maman venait de décéder le matin d'un cancer. Et il a joué et il a frappé un home run. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à ça. Le fait déjà qu'il ait euh, voilà, insisté pour jouer malgré tout, qu'il ait été aussi important pour son équipe et voilà, avec tout l'impact émotionnel que ça puisse avoir. Donc bref, c'est un joueur, hein, il est sophomore, c'est un joueur à suivre. Au-delà bien sûr de cet événement, attention, hein, je veux dire un joueur à suivre en tant que tel, puisqu'il a un côté potentiel très important. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses très importantes, enfin très intéressantes pour Auburn. Ce qui va être important pour les Tigers, c'est de rester en bonne santé. Et puis ils ont fait des transferts qui sont très intéressants pour eux. Euh, on sait que l'année dernière, la rotation, notamment en termes de pitching staff, c'était pas ouf. Là, ils ont récupéré quand même l'ancien joueur de Florida, Kate Fisher. Alors Kate Fisher, lanceur gaucher de son état, je l'ai pas mal critiqué l'année dernière. Enfin, je l'ai pas forcément critiqué lui, mais je critiquais aussi O'Sullivan, hein, le coach de Florida, par rapport au fait qu'il le faisait jouer en tant qu'ace pour pouvoir permettre à Jack Caglione de jouer en troisième starter de la rotation. C'était une stratégie puisque Caglione en tant que two-way player donc devait jouer euh, première base et pour lui permettre d'avoir un certain repos, on lui faisait jouer le dimanche. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour pas vous embêter, on parle quand même de Auburn à la base. Mais bref, Kate Fisher, c'est quand même un joueur
voilà, ça reste un joueur qui, quand il est arrivé sur le portail des transferts, c'était un de ses top lanceurs malgré tout. Euh, il a quand même montré pas mal de problèmes en termes de commandes, hein. C'était un joueur qui pouvait vous faire, par exemple, deux manches de top niveau, et d'un coup ça s'écroule en fait. Et pour un starter, malheureusement, on a besoin quand même de constance. C'est ça l'important, on a besoin qu'il mange des manches, qu'il soit constant dans le fait de manger des manches. Si entre guillemets il mange des manches mais il s'est pris 6 runs, bon bah peut-être qu'il a déjà condamné son équipe, entre guillemets bien sûr. C'est une façon d'expliquer que Kate Fisher, il a beau avoir de très, un fort potentiel, il a aussi fait montre de pas mal de problèmes. La saison dernière, c'était très 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 inconstant. Euh, il va falloir qu'il monte plus. Avec lui, on a des joueurs qui sont pas pour le coup forcément des transferts, mais qui sont très expérimentés. Je pense à Sam Dutton. Sam Dutton, c'est un senior. Il a une balle rapide qui va à 94 miles par heure notamment, et surtout, c'est un joueur qui a 5 pitchs différents. Donc c'est vraiment le pur pitcher. C'est peut-être pas le joueur qui a les meilleurs stats, mais c'est un joueur qui va être très important aussi en tant que glue guy dans ce pitching staff avec son expérience. Il doit être un leader naturel pour cette équipe. Et puis on parle beaucoup enfin en tout cas d'un baseball parlait beaucoup d'un freshman, c'est Christian Chatterton, notamment suite au Fall Report, donc au rapport d'automne. Bref, Euh, il a une balle rapide pour l'instant qui va jusqu'à 94 miles par heure. C'est qu'un freshman, il vient du lycée, donc ça va être encore à polir et c'est très intriguant, très intéressant. Mais surtout, il a pas mal de pitch déjà dans son arsenal. Donc voilà, le pitching staff est très intéressant. On peut ajouter Cam Tilly qui peut aussi starter. Voilà, c'est peut-être pas le joueur au meilleur chiffre également, encore une fois, mais c'est un joueur qui peut peser. Donc, en tout cas, Auburn a tout ce qu'il faut, tout simplement, pour être tout en haut. Avec Irish, Cooper McMurray pour le line-up. Il y a aussi des joueurs qui viennent de transfert. Je pense au transfert de East Carolina, Bristol Carter. Euh, c'est un joueur qui est peut-être pas un joueur de puissance en termes de batte, mais c'est un joueur qui est très discipliné à la batte, qui peut produire du point quand il y a des gens sur base, puisque c'est un joueur encore une fois très discipliné. C'est .344 de moyenne à la batte la saison dernière, notamment. C'est 31 points produits notamment. On va pas s'attendre à ce qu'il vous frappe home run sur home run, c'est pas son rôle, c'est pas sa qualité première, mais par contre, ça peut aussi ajouter un côté steady, c'est-à-dire un côté constant pour Auburn, pour réussir à constamment aller sur base, ingérer, intégrer, ajouter des points. Donc c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter et on espère bien sûr que tout va bien se passer pour que Auburn puisse rebondir de la meilleure des manières cette saison. Alors la dernière équipe que je mets dans cette zone moyenne, elle aurait pu être dans la zone haute, c'est Texas. Texas déménage, donc un peu comme Oklahoma, Big 12 pour venir en SEC. Ils arrivent avec un nouveau staff, Jim Schlossnagle qui a fait ses preuves pendant plus d'une décennie du côté de TCU, puis ensuite pendant ses 3 ans du côté de Texas A&M, avec à la clé bien sûr cette finale perdue face à Tennessee la saison dernière. Il est parti dans la manière dans laquelle il est parti, on va pas revenir sur tout ça. Il arrive aussi dans une équipe, Texas historiquement je vais pas le rappeler, c'est une des facs les plus victorieuses, tutti quanti, ça c'est pas le plus important, mais surtout c'est la fac d'Austin, c'est une équipe qui investit beaucoup dans le baseball de manière naturelle, et donc forcément avec un coach comme Schlossnagle, tout est en place pour faire des Longhorns l'une des placeurs de la SEC. Je les mets en zone moyenne très clairement puisqu'ils viennent en SEC, un peu comme pour Oklahoma. Mais ça pourrait être de la zone haute alors que vous entendez certainement des oiseaux, puisque les oiseaux ont décidé de chanter ce matin. Mais voilà, c'est clairement une équipe avec un fort potentiel. Il y a des joueurs comme Jalen Flores qui peuvent être vus pour la draft à venir, de shortstop, donc un joueur très intéressant. Il y a Max, bien sûr, Bellew qui est aussi un top prospect. En termes de catcher, ils ont quand même un catcher solide en Ryland Galvan. Bref, ils ont du très très lourd, j'ai envie de dire, en termes de line-up. Par contre, en termes de pitching, il y a quand même des choses à reconstruire. C'est pourquoi aussi, pour moi, c'est plus de la zone euh, moyenne que de la zone haute, puisque du coup, avec un pitching staff qui est en reconstruction, on se retrouve bien sûr avec des questions. Ils ont, pour ce faire, fait pas mal de changements. Bon, le premier changement, c'est bien sûr avec l'arrivée de Schlossnagle, il y a aussi Max Wiener, le pitching
coach qui a fait des merveilles avec Texas A&M la saison dernière et qui va pouvoir travailler sur l'approche, tout simplement des pitchers de Texas A&M. Là, je suis obligé de faire un petit spoiler parce que j'ai vu le match, donc je vais pas mentir. Texas a fait notamment starter l'un de ses lanceurs à gros potentiel, Luke Harrison, euh, le redshirt junior, et il a très bien commencé, puisqu'il a, je pense qu'il a réussi un truc genre quasiment un shutout. C'était face à qui? J'ai oublié par contre. J'ai vu le match en plus. Enfin, j'ai vu pas tout le match, mais j'ai vu une partie du match. C'était dans le tournoi du côté de Texas, du côté des Rangers. Oh mon dieu, c'est dur, c'est dur la vie, c'est dur la mémoire. Bref, ce match-là, il a réussi à être impressionnant. Je vais retrouver. Quand vous avez quelque chose au bout de votre langue, comme on dit, c'est un peu frustrant, non, de ne pas retrouver. Mais bref, on n'est pas là pour parler de façon de ce qui s'est passé ce week-end. Donc bref, tout ça pour vous dire que on voit déjà quelques fruits assez tôt avec un Luke Harrison qui l'année dernière a été très en très grande difficulté, un 9-28 d'arrêt en 10-11 manches lancées. Donc il n'y a pas eu non plus beaucoup de manches lancées, mais il s'est baladé entre le bullpen et un match qu'il a starté. Et là, cette saison, il va a priori être un des starters. Et il a très bien commencé sa saison. À côté de lui, donc, comme je l'ai dit, il y a des transferts pour pouvoir un peu, comment on peut dire ça, régénérer un pitching staff qui a besoin de régénération. Jared Spencer, qui vient d'Indiana State, va certainement être l'ace. Cade Bing, qui vient de JUCO, McLennan, c'est une grosse fac de JUCO, une fac référencée. Il va apporter aussi sa science du pitching. Grayson Saunier, donc ancien de Ole Miss, lui aussi il va avoir des choses à se faire pardonner, parce que du côté de Ole Miss on attendait beaucoup de lui et il n'a pas été à la fête. La saison dernière par exemple c'est 5,64 d'IRA, c'est 10 matchs en tant que starter, 44 manches lancées, c'était pas fifou. Mais on va voir ce qu'il va être capable de faire avec avec aussi une saison très importante pour lui puisqu'il est éligible à la draft et qu'à sa sortie de high school c'était quand même un lanceur plutôt intriguant, voire pourquoi pas premium. Donc Texas, il y a un line-up encore une fois qui est incroyable. Il y a des questions au niveau du pitching staff, mais avec le coach qu'ils ont, avec son staff, en tout cas une partie de son staff, puisqu'on va parler avec Texas A&M, un de ses anciens assistants ne l'a pas suivi, mais avec une partie de son staff, il y a tout à Texas pour faire de Texas une des places fortes de la SEC et pourquoi pas dès cette saison. Pour l'instant, c'est la zone moyenne par rapport aux interrogations, mais honnêtement, ça aurait pu être en zone haute. Voilou pour la zone moyenne. Je vais faire une petite respiration, une petite pause, puis après on va se faner. Je sais pas si ça se dit, mais bref, on va passer à la zone haute et moi je vais arrêter d'essayer de trouver des expressions. Allez, à tout de suite. Et me voilà de retour. J'ai failli m'étouffer. Pour vous dire la vérité, j'ai failli littéralement m'étouffer. Bref, me voilà de retour pour finir cette preview avec la zone haute. On va commencer sans plus tarder pour vous permettre d'avoir un épisode peut-être un peu moins long que les précédents. Comme le faisait remarquer mon bon ami France Rockies. Eh bien, j'avais battu des records de longueur ces derniers temps. J'aime beaucoup parler, donc ça m'étonne même pas. Mais bon, cette preview, comme toutes les autres, surtout de longue haleine, elle est bien sûr chapitrée. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous intéresse, bien entendu. Enfin bref, allons maintenant du côté de Starkville, Mississippi State. Alors, Mississippi State, la saison dernière, pour le coup, Chris Lemonis a réussi ce rebond. Après une saison 2021 auréolée du titre, leur premier titre dans leur histoire. Ils ont eu une saison 2022 très compliquée, une saison 2023 plutôt très compliquée. Et donc en 2024, ils ont redressé la barre, notamment derrière deux pitchers très importants qui ne sont plus là. Jurangelo Tinjay, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler puisque c'est le fameux pitcher ambidextre qui peut donc pitcher des deux mains.
Et puis l'autre pitcher qui était très important pour eux, c'était Cal Stephen. Cal Stephen, on n'en parlait pas beaucoup, mais pour moi c'était le véritable ace de Mississippi State, très calme, peut-être pas avec des chiffres outstanding, mais qui est capable de vous manger beaucoup beaucoup de manches. Euh, Vraiment, donc deux très gros joueurs qui sont partis. Euh, Maintenant, l'autre gros joueur, bien sûr, qui est parti là, c'est du côté du line-up, c'est Dakota Jordan. Dakota Jordan, hein, drafté assez haut. Un joueur donc à 20 home runs quand même, hein, Dakota Jordan, qu'il faut remplacer. Mais ce qui est intéressant pour Mississippi State, c'est tout d'abord qu'ils ont pu garder pas mal d'éléments intéressants. Il y a un joueur par exemple comme Hunter Hines, qu'on aurait pu voir partir chez les pros et qui finalement reste une saison de plus en tant que senior. Le première base, c'est quand même quelqu'un qui l'année dernière avait encore frappé 16 home runs. Pareil en termes de stats, hein, 486 en slugging percentage par exemple. Peut-être un peu trop de strikeout et je pense que ça a pu faire peur à pas mal de scouts aussi en MLB. Maintenant, il va devoir encadrer un groupe qui est forcément un peu plus jeune. Je pense à des joueurs qui vont avoir des positions très importantes avec beaucoup de choses à prouver. Je pense aux outfielders Michael O'Brien et Nolan Stevens. Surtout Nolan Stevens, il a montré des flashs en très peu d'apparition euh, enfin, dans le line-up. J'ai un petit souci avec mon logiciel, c'est incroyable. En fait, j'enregistre et d'un coup, il s'arrête d'enregistrer. J'en avais déjà parlé de temps à autre. Ça avait arrêté ces derniers temps, mais c'est revenu. Donc, je vais faire de mon mieux pour pas que ça se sente au niveau grâce au montage. Hein, mais bref, comme d'habitude, hein, les moyens sont là. Mais donc je parlais un peu de ces jeunes qui vont avoir un rôle accru, un rôle important. Et puis un autre jeune dont j'ai envie de parler, c'est Ross Highfield, qui est le receveur redshirt sophomore, qui va avoir aussi un rôle très 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 important maintenant qu'il a la voie libre. Et à côté de ça, on a quand même quelques transferts bien sentis, et un dont il va falloir surveiller les performances, c'est Ace Reese, qui vient de Houston. Il est sophomore, et l'année dernière en tant que freshman, c'est quand même 7 home runs, 34 points produits, plus de 195, je pense, plate appearances. Donc pour le coup, il a quand même beaucoup joué en tant que freshman et il a su montrer quand même des choses très intéressantes. Donc voilà du côté du line-up. Et maintenant, du côté des pitchers, euh, là pareil, il y a des joueurs qui reviennent, hein, notamment et surtout Carson Ligon, ou Carson Ligon en fonction. L'année dernière, c'est quand même euh, une saison moyenne intéressante, on va dire. C'est-à-dire que pour du college baseball, c'est limite intéressant, ce qu'il a pu apporter surtout en termes de... euh, comment je peux dire ça, de ratio par exemple sur la carotte but sur balle. Bon, c'était à peu près du 50%, mais il a su montrer dans certains matchs vraiment un contrôle assez intéressant. Son IRA de la saison dernière, c'est 4,56. Et surtout, donc comme je l'ai dit, c'est ce genre de joueurs, parce que lui il est senior pour le coup, qui vont devoir encadrer en fait et combler les pertes engrangées. À côté de Carson Ligon, je pense que Pico Con est souvent projeté comme étant le futur ace, hein, de cette équipe de Mississippi State. L'année dernière, c'est 3,38 diarrhées, 9 apparitions, dont 8 matchs en tant que starter, un peu moins de 30 manches lancées, un ratio strikeout but sur balle de 35-11. Donc plutôt intéressant pour le coup. Et puis Jacob Pruitt est toujours là, hein, le junior. Derrière, il y a deux seniors, notamment Chase Ungate. Chase Ungate va normalement être le closer. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être en sortie de bullpen, et notamment en tant que closer, ou en tout cas en fin de match, entre guillemets. L'année dernière, c'est 3,74 d'IRA. C'est 37 strikeouts pour 13 buts sur balle concédés. Donc voilà. Il y a de quoi faire. C'est pas le groupe le plus exubérant en termes de noms, c'est-à-dire que les noms que je vous donne ne sont pas peut-être les noms les plus dont vous entendrez le plus parler. Mais par contre, c'est un groupe solide qui a su capitaliser sur une saison l'année dernière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus positive, avec des leaders qui sont certes partis pour la plupart, mais qui ont laissé une empreinte et qui devraient normalement se retrouver dans ce groupe, voilà, qui va vouloir peut-être aider Chris Lemonis à ramener un peu cette équipe, voilà, vers le haut du classement SEC, et ensuite pourquoi pas aller encore une fois tenter d'attraper un Super Regionals dans le tournoi national ou autre.
Voilou pour Mississippi State. On va partir dans une autre, chez une autre équipe qui, elle, pour le coup, est plutôt régulière, même si c'est vrai que les 2 dernières saisons ont été un peu en deçà des attentes, avec des éliminations prématurées dans le tournoi national. Je parle de Vanderbilt. Vanderbilt, contrairement surtout aux années précédentes, a montré quand même quelques limites, surtout en SEC, là où on attendait par exemple un pitching staff comme souvent performant et un line-up moyen mais capable de capitaliser sur la bonne défense via le pitching et le fielding. On a eu limite le contraire, j'ai envie de dire. Peut-être pas le contraire dans le sens où l'offense n'a pas non plus été exceptionnelle, mais elle a été quand même assez solide. Là où par contre le pitching staff a été beaucoup plus en délicatesse que d'habitude. Maintenant, encore une fois, quand on parle de Vanderbilt, on est obligé de regarder le pitching staff puisqu'il y a toujours des noms dont on entend parler dès leur sortie de lycée et qui font partie de cette escouade. Je rappelle quand même que l'équipe de Tim Corbin, Tim Corbin à la tête depuis une vingtaine de saisons maintenant, a pour réputation, un peu la Walker Buehler par exemple qui est passé par là, ou David Price, a cette réputation de former de très bons pitchers. Encore une fois, il y a des très bons pitchers qui sont là. L'année dernière, en termes de bilan, comme je l'ai dit, ça a été un peu compliqué en SEC, 13 victoires, 17 défaites, mais bon, au global, presque 40 victoires comme souvent, 38 victoires, 23 défaites. Ça s'est terminé prématurément parce qu'ils se sont fait éliminer dès les Regionals. Et du coup, on s'attend à ce que l'on retrouve une certaine normalité en termes de pitching. Il y a déjà des joueurs dont on va parler en termes de pitching. Il y a le petit frère McElvain, Ethan McElvain, qui est maintenant sophomore. L'année dernière, en 11 apparitions, c'est 3,24 d'IRA sur 25 manches lancées, 29 strikeouts, 15 buts sur balle. Le ratio est peut-être un tout petit peu élevé en termes de buts sur balle, mais il y a un fort potentiel. Cody Bowker et J.D. Thompson, les juniors, devraient prendre le reste de la rotation avec Ethan McElvain si tout se passe bien. L'IRA le plus fort, c'est J.D. Thompson avec 4,15 d'IRA, mais c'est celui-ci qui avait lancé le plus, et malgré ça, il avait quand même réussi en plus d'une cinquantaine de manches, 74 strikeouts pour 18 buts sur balle seulement, 4,15 d'IRA. Donc, normalement, on devrait retrouver une certaine normalité si aussi les pépins physiques ne suivent pas trop la formation du Tennessee. En termes de closer aussi, c'est très solide. Sur le potentiel, encore une fois, c'est un senior pour le coup qui a l'habitude de faire de la relève. La dernière, ça s'est mal passé, mais en général, sur sa carrière, ça se passe plutôt bien. C'est Sawyer Hawks. Donc, on va voir ce qu'il va être capable de faire cette saison. Peut-être un peu moins de blessures, ce qui va lui permettre d'apparaître un peu plus. Et donc, forcément, son IRA va s'en ressentir parce que l'année dernière, c'était que 6 manches lancées à cause de Pépin, et il a eu 10-50 diarrhées, donc c'est pas très ces chiffres là sont pas très révélateurs en fait de son vrai potentiel et surtout de ce qu'il est capable d'apporter en termes de leadership. On parle d'un freshman pour le coup, comme souvent avec Vanderbilt, c'est toujours un ou deux ou trois lanceurs freshman, soit à intégrer dans le bullpen, soit pourquoi pas à faire partie de la rotation, mais surtout starter les matchs de milieu de semaine, comme je le dis assez souvent. Eh bien, ce freshman, c'est Hudson Barton. On va voir ce qu'il va donner. Maintenant, si on parle du line-up, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont de retour. Je pense à des joueurs draftables comme Chris Maldonado, comment il s'appelle aussi, Jonathan Vastine, le shortstop, qui a été très très bon la saison dernière, je trouve. Son problème, c'est les sur la carte, mais je veux dire, par rapport au potentiel qu'il est, c'est pas un gros potentiel de draft pour le coup, mais c'est un joueur qui a su porter un peu l'offense quand il le fallait. L'année dernière, c'est 10 home runs, 17 doubles, 42 points produits, .294, .382, .536 si on parle de moyenne au bâton, OBP et slugging percentage. Il y a aussi des freshmen qui se sont installés la semaine dernière qui sont maintenant sophomores. Je pense à Braden Holcomb, le left fielder. Il y a bien sûr la star de l'équipe pour moi, parce que c'est un joueur qui défensivement peut être très très fort et qui en plus offensivement, même si c'est pas un joueur de puissance, c'est un peu à la Enrique Bradfield Jr. pour ceux qui se rappellent de ce prospect. C'est RJ Davis. N'importe quoi. RJ Austin, RJ Davis, c'est du côté du basket universitaire, ça n'a aucun rapport. Bref, l'année dernière c'est 4 home runs, donc encore une fois c'est pas un frappeur de puissance, mais 4 home runs, 54 points produits, pour le coup ça vous permet de voir quand même que c'est quelqu'un qui amène beaucoup de production de points, 14 doubles, peut-être un tantinet
on va dire, un peu trop de strikeout pour moi par rapport à ce qu'il est censé amener, parce que c'est quelqu'un justement à qui on va demander plutôt de jouer sur, voilà, jouer sur le contact, hein, discipline à la batte et frapper des coups sûrs, pas trop de puissance. L'année dernière, malgré tous ces 39 strikeouts, pour 23 buts sur balle provoqués, donc c'est peut-être pas assez. Maintenant, pour les autres chiffres, .455 par exemple de slugging percentage, .331 de moyenne à la batte. Donc clairement, ça peut être le go-to guy cette saison. Il y a aussi un transfert très important à suivre, et puis après je m'arrête là sur Vanderbilt, c'est le transfert de James Madison, Mike Mancini. Je rappelle que James Madison l'année dernière, ça a été une grosse équipe de la Sun Belt à la lutte toute la saison pour un accès-site au tournoi national. Et Mike Mancini était un de ses meilleurs joueurs. La saison dernière, c'est 15 home runs, 49 points produits en .329, .419, .586, moyenne à la batte, OBP, slugging percentage, bien entendu. Donc il y a du monde et du beau monde. Comme souvent avec Tim Corbin, on s'attend à un certain retour à la normale en termes de pitching. Et si les pépins physiques, surtout dans le secteur du pitching, les laissent tranquilles, on devrait avoir une continuité par rapport à ce qu'on est habitué à voir du côté de Vanderbilt. Et avec une offense un peu plus talentueuse que les offenses habituelles entre guillemets de Vanderbilt, ça peut faire des étincelles. Maintenant, encore une fois, il y a quand même tellement de concurrence, comme on va en parler dans quelques secondes, avec les autres équipes SEC que voilà, c'est une équipe du haut, mais c'est peut-être pas l'équipe que je vois le plus haut, entre guillemets. Voilou. Au passage, j'ai remarqué, je me rends compte de plus en plus que plus j'enregistre un podcast, plus le podcast est long et moins j'articule. Donc n'hésitez pas aussi à me dire, je sais que c'est des choses un peu triviales, si ça se dit, mais si vous remarquez comme moi que des fois ça devient de plus en plus compliqué de me comprendre parce que j'articule de moins en moins, n'hésitez pas aussi à me faire ce genre de retour, ça me permettra aussi de prendre un peu plus mon temps, de respirer tranquille et d'essayer de vous apporter plus de clarté, on va dire, dans mes propos. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, on va parler d'une équipe qui va devoir nous expliquer sa saison dernière, parce qu'on n'a rien compris. Je vais bien entendu parler de Florida, une autre powerhouse de SEC, Kevin O'Sullivan toujours à la barre, 17 saisons, un ballpark très connu, le Conron Family Ballpark, un titre en 2017, il y a des joueurs comme Harrison Bader, Pete Alonso qui y ont joué, pour ne citer que, Jude Fabian plus récemment, ou alors bien sûr Wyatt Langford, dont on parle quand même beaucoup dans l'actualité MLB. C'est une équipe la saison dernière où il y a eu pas mal de polémiques puisqu'ils ont été, on va dire, repêchés pour le tournoi national. En tout cas, ils ont été sélectionnés alors qu'ils avaient un bilan très limite. Je pense qu'avant d'entrer dans le tournoi national, ils étaient en 27, 25, un truc comme ça. Enfin, vraiment, on va dire vraiment à la limite de la limite, quoi. Et du coup, ça a provoqué un tollé par rapport à des équipes comme de mid-major, comme Lamar, qui ont fait des saisons exceptionnelles, mais qui n'ont pas été repêchées pour le coup. Après, c'est le jeu un peu de toutes ces métriques qu'on utilise, et forcément, faut pas oublier que la force du calendrier est une métrique quand même très importante, puisque Florida avait, en termes de force calendrier, peut-être la force calendrier la plus forte de toute la saison dernière. Alors que vous entendez peut-être des bruits en fond, je ne sais pas à quel point c'est fort, et je m'en excuse, je pense que c'est un de mes petits monstres qui est en train de parler ou de crier ou que sais-je. Mais bref, j'espère vraiment que ça ne s'entend pas trop alors que j'enregistre. Mais bref, donc Florida, la saison dernière arrive sur la pointe des pieds du côté, je pense que c'était Stillwater, ouais, Oklahoma State bien sûr, dans un regional qui sentait la poudre entre Oklahoma State, Nebraska qui avait fait une très belle saison et donc Florida, mais bon, Florida a largement, enfin pas largement, mais ils ont dominé ce regional. Ils sont ensuite joués face à Clemson, et face à Clemson on a eu des matchs, surtout je pense que c'était le match 2 de toute beauté, et ils se sont qualifiés au final sans trop transpirer, on va dire. Puis ensuite ils sont allés au au College World Series, où là ils ont fini par se faire éliminer, mais en tout cas ils ont quelque part un peu prouvé qu'ils avaient leur place entre guillemets dans ce tournoi national. Donc voilà pour le récap de la saison dernière de Florida. Ils ont encore perdu des joueurs et pas des moindres, hein. Bien sûr Jack Caglione, pour ne citer que lui. Donc il y a encore des choses à renouveler de leur côté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà un fort groupe, et il y a notamment des prospects pour la draft qui arrive en 2025 qui font partie de ce roster. On va commencer par le line-up, hein. Luke Eyman, le catcher,
Cade Kurland le seconde base, Colby Shelton le shortstop. Qui d'autre je peux parler? Ty Evans le right fielder. Tous ces joueurs-là qui ont fait les beaux jours depuis maintenant 2-3 saisons de Florida sont toujours là. Et parmi ces joueurs-là, on peut voir Luke Heyman, Cade Kurland, Kobe Shelton comme des potentiels, comment on peut dire ça, potentiels au choix de draft. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a un fort joueur qui a transféré de Miami vers Florida. Petite trahison, c'est Blake Sear. Blake Sear, c'était un gros joueur, surtout sa saison freshman, il avait été impressionnant. La saison sophomore, c'était plus compliqué. Et là, il va se tenter de relancer ses stocks de draft pour la draft à venir. Left fielder, à voir ce qu'il va pouvoir donner. Donc, en fait, quand je regarde un peu cette offense, enfin ce line-up, pardon, il y a très peu de trous. Donc, c'est un line-up très dangereux, comme souvent à Florida. Le problème, c'est comment on va dire ça, la stratégie adoptée, ou voilà, un peu cette culture adoptée, on va dire, puisque Florida, c'était un peu du tout ou rien la saison dernière, avec une équipe qui aime bien tenter du home run à tout va. Et le problème, c'est qu'on a vu les limites la saison dernière, où les fondamentaux étaient peut-être moins recherchés. Réussir à aller sur base, provoquer des buts sur balle, travailler vraiment sur base, etc., etc. Pourquoi pas tenter des bunts, du small ball, parce qu'au college baseball, quand même, le bunt, je vais pas dire qu'il est roi, mais ça fait partie quand même de ces éléments quand même beaucoup plus utilisés qu'en MLB, par exemple. Bah non, Florida, ils ont vraiment joué à la mode MLB, c'est-à-dire que peut-être, voilà, ils ont un département d'attaque leur a dit, ok, maintenant on a besoin de partir en mode home run pour vraiment caricaturer, attention. Du coup, en fait, pour moi, le line-up de Florida, c'est peut-être un des meilleurs de SEC, même de la nation, mais tout va dépendre après de la stratégie adoptée. Est-ce qu'ils vont être un peu plus équilibrés que la saison dernière, par exemple? Est-ce qu'ils en sont capables aussi? C'est aussi peut-être la question. C'est ce qui va, pour moi, euh, permettre de connaître leurs véritables ambitions, entre guillemets, si je puis me permettre. Maintenant, au niveau des pitchers, on sait que Kate Fisher est parti notamment. Alors, ça n'a pas été simple pour lui, hein, bien au contraire. Donc, on va voir un peu ce qu'il va faire de son côté, mais surtout ce qu'on va regarder pour moi du côté de Florida, puisque maintenant Kate Fisher, qui était quand même malgré tout un starter, est parti, et puis Jack Aguilone, qui était bien sûr un starter, est également parti. C'est cette rotation en fait. Comment on va retravailler cette rotation? Il y avait aussi des joueurs l'année dernière comme Blake Neely, qui était un releveur normalement à la base, mais qui a fini par faire pas mal de starts pour aider à manger des manches, qui n'est plus là également. Là, pour l'instant, la rotation projetée, c'est Liam Peterson, qui était freshman la saison dernière. Il a eu des difficultés, mais on l'a envoyé au charbon, alors que c'est un joueur très talentueux. On en parle depuis ses années lycée. La saison dernière, c'est 6 et quelques diarrhées, c'est pourtant 15 matchs startés, donc 62 manches mangées, on va dire, voilà, lancées, avec un ratio sur la carte de buts sur balle de 76-40, peut-être trop de buts sur balle. C'est un joueur surtout qui va devoir montrer plus de contrôle, plus de commande. Maintenant qu'il va être certainement l'ace désigné de Florida. Il n'est que sophomore, donc à voir sa progression. Pourquoi pas avoir amplifié une breakout hier, ce serait super pour eux. Pierre Coppola, pour le coup, lui est toujours là. La saison dernière aussi, c'était pas fou pour lui, mais il n'a pas beaucoup joué du fait des blessures, si je dis pas de bêtises. Malgré tout, en 23 manches lancées, c'est 8,75 d'IRA. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir apporter. Et puis surtout, c'est l'un des rares lanceurs gauchers quand on parle de starter, peut-être même le seul. Donc ça va être important de voir ce qu'il peut apporter, puisqu'il va amener cet équilibre qu'on cherche toujours dans une rotation, surtout les rotations courtes de college baseball, où il n'y a que 3 principaux starters. Jake Clemente, pour le coup, c'était plutôt un joueur du bullpen, mais apparemment il est projeté comme starter. Un 5,34 d'IRA la saison dernière en 19 apparitions, 28 manches lancées. Donc comme j'ai dit, plutôt du bullpen, il n'a starté que 2 matchs. Et puis on a un freshman, Aiden King, qu'il va falloir surveiller de très près. J'espère pour Florida et pour lui qu'il ne va pas être non plus grillé un peu et mangé à la sauce. Je t'envoie au charbon dès le début, un peu à la Liam Peterson, parce que ça peut être à double tranchant, hein, vous imaginez bien. Mais ça va être très intriguant de le suivre. Et en termes de bullpen, il y a un joueur dont on va attendre une progression, c'est l'ancien freshman Alex Philpott,
C'est Philpott, hein, oui c'est ça, Philpott. La saison dernière c'était 6,90 d'IRA, mais pareil, euh, 30 manches lancées à peine, hein, donc c'est pas non plus un échantillon super super grand. Donc clairement, pour résumer, Florida a potentiellement l'un des meilleurs line-up de la nation. Ça peut faire mal. On va voir la stratégie encore adoptée. Et côté pitching, beaucoup d'interrogations. Malgré tout, il y a du talent. Donc à voir comment ça se traduit. Mais en fonction, Florida pourrait très bien être tout en haut de la SEC. Un peu, alors c'est moins le cas pour Georgia, parce que je vais parler de Georgia que LSU de 2023. Georgia va devoir faire la transition entre 2024 et 2025. 2024, ils avaient quand même en Charlie Condon ce qui se faisait de mieux en termes de joueurs offensifs, hein, je le rappelle. Maintenant, il a été drafté, bien entendu. Il va falloir quelque part le remplacer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'approche de coach Wes Johnson, hein, le coach qui est arrivé la saison dernière, qui avait un discours, je me rappelle en début de saison, il y avait un discours où les gens se moquaient de lui puisque Georgia n'était pas attendu à Paris Fête. Son discours a été suivi des faits puisqu'ils sont allés au tournoi national voilà, la saison dernière. Ils ont eu un bilan positif en SEC, 17 victoires, 13 défaites, 43-17 au global. Ils avaient en Charlie Condon un go-to-guy exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'ils ont soit des transferts, soit des joueurs qui reviennent, et ils ont une expérience, mais laissez tomber, surtout en termes de line-up. On commence par le line-up, bien entendu. Alors, ils ont, de mémoire, si on compte les transferts et les joueurs qui reviennent, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est pas de mémoire, je me suis mis le line-up devant. Ils ont 7 joueurs qui sont seniors dans le line-up projeté. Ils ont un joueur junior, et donc ensuite, le seul joueur qui n'est pas junior ou senior, c'est Trey Phelps, sophomore, et qui sera le DH normalement. Il va certainement aussi jouer dans le champ, mais je veux dire, tout ça pour vous dire que cette année, la part belle est faite à l'expérience. Une expérience non galvaudée, parce que c'est une expérience de joueurs qui ont déjà travaillé la saison dernière de belle manière avec ce coach. Et en plus de ça, ils ont des transferts bien sentis. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, c'est bien sûr Devin Hobie, le senior en provenance de Duke. L'année dernière, c'est quand même .309 de moyenne à la batte, .399 d'OBP, .599 de slugging percentage, 16 home runs, 50 points produits, peut-être trop de strikeout, peut-être que c'est ce qui fait aussi qu'il n'a pas forcément été dans les grandes faveurs de la draft 2024. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a un potentiel de draft. Voilà, de joueurs draftable et qui aurait pu être drafté ou en tout cas drafté haut. À côté de ça, on a aussi Nolan McCarthy qui vient de Kentucky. Peut-être des chiffres moins ronflants, mais un center fielder très intéressant défensivement. Ils ont ensuite des joueurs qui viennent plutôt de mid-majors, mais des joueurs référencés en mid-majors. Je pense à Rylan Zaborowski qui vient de Miami, Ohio, pas confondre avec la fac de Miami de U. Christian Adams de FAU, et FAU en baseball c'est pas rien, donc c'est vraiment un très très bon transfert, les secondes bases. Et ensuite il y a Robbie Burnett de UNC Asheville. C'était un de ces gros joueurs offensifs de mid-majors, 18 home runs, 45 points produits, .656 de slugging percentage, peut-être beaucoup de strikeout, mais en tout cas en termes de puissance, en termes de production, il est là. Donc Georgia arrive. En fait, ils ont été très intelligents dans la construction de l'effectif de cette saison. Ils ont perdu des joueurs, ils les ont remplacés avec des joueurs très expérimentés. Et en fait, l'approche, c'est de répondre collectivement à la perte d'un joueur comme Charlie Condon, qui vous portait quand même pas mal de matchs. Après le line-up, j'ai envie de regarder quand même comment on appelle ça, le pitching staff, et en tout cas la rotation projetée, puisque là aussi, il y a l'expérience. On ne projette que des juniors à minima. C'est pas des joueurs qui ont eu des forts, enfin des très bons IRA, parce que pour le coup ils ont eu des forts IRA si on parle en termes de nombre. Mais c'est des joueurs qui reviennent en tant que juniors, donc après 2 saisons déjà d'expérience dans les bras en termes de SEC.
Et c'est des joueurs avec des potentiels très 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 importants. Moi je pense surtout le joueur qu'il faut suivre en termes de progression, c'est Leighton Finley. L'année dernière c'est 4,14 IRA, donc peut-être le meilleur IRA projeté, enfin le meilleur IRA parmi les joueurs projetés pour la rotation de cette saison. Et celui qui a aussi lancé le plus de manches, 76 manches pour 76 strikeouts et 28 buts sur balle. Euh, il a starté quasiment tous les matchs, un seul match en tant que joueur de relève. Donc c'est le joueur pour moi qui peut être ce go-to guy, même si dans les projections on annonce Colton Smith comme étant l'ace. L'année dernière, Colton Smith est 5,56 d'IRA, mais c'était surtout un joueur qui sortait du bullpen. Alors il a beaucoup lancé, parce qu'il a lancé presque 70 manches, donc pas loin de Leighton Finley, mais lui sans starter pour le coup, Colton Smith. Et surtout, il avait un ratio strikeout but sur balle de 105 strikeouts pour 20 buts sur balle seulement. Donc peut-être c'est toutes ces métriques-là qui font qu'il est projeté comme étant l'ace de cette saison. Moi personnellement, voilà, l'un des rares matchs où je l'ai vu, ça s'est pas bien passé du tout. Il s'était fait atomiser en SEC. Je pense que c'était... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, comme d'habitude, j'ai oublié. Ah, voilà, ça va me hanter pour le reste, peut-être pas de ma vie, mais pour le reste de cet épisode. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il ne m'avait pas impressionné, beaucoup de problèmes de commande. Donc voilà, j'ai lu les chiffres en même temps, je les ai découverts en même temps que je vous les ai lus. C'est pourquoi je me suis dit, peut-être c'est pour ça qu'il est projeté comme étant Ace Malgraniare plus fort que celui de Leighton Finley. Mais pour moi, ce sont les deux joueurs en tout cas, enfin, Leighton Finley d'abord et ensuite Colton Smith, qui vont en fait donner le là pour le pitching staff. Ils ont deux transferts à surveiller. Brian Curley qui vient de VCU, très bonne fac de baseball, il produit souvent de très bons joueurs. L'année dernière, c'est 2,87 d'IRA en 19 apparitions, c'est un pur joueur de relève. Il devrait être le closer pour Georgia, a priori d'après les projections. Et l'année dernière, il a quand même lancé 78 manches. Donc très intéressant. Et l'autre, c'est JT Quinn. JT Quinn, il est bien plus connu, il était à Ole Miss. Ça s'est très très mal passé pour lui la saison dernière, je trouve. Mais il peut se relancer, puisqu'il a un fort potentiel lui aussi. Donc, et puis il est habitué à la SEC. Donc à voir comment ça va se traduire. Mais tout ça pour dire que Georgia arrive avec confiance, avec un coach qui est très agressif, qui a des bonnes idées, un groupe qui ressemble à ce qu'il veut mettre en place, comme j'ai dit encore une fois, plutôt que de compter sur un go-to-guy qui vous porte. Lui, il va avoir une approche beaucoup plus collective avec un line-up dont le danger vient de partout. Et donc ça fait de Georgia une de ces équipes du haut de tableau sur cette pré-saison qui peut être très intrigante et très intéressante. Si je vous parle d'une équipe qui est souvent vue comme la meilleure équipe de la SEC, dont on attend à chaque fois monts et merveilles, mais qui ne gagne jamais en fait le titre national, bah oui. Je vais vous parler de l'équipe de Dave Van Horn, bien entendu. Je vais vous parler d'Arkansas. Arkansas, comme souvent, saison très solide. L'année dernière, c'est 44-16 au global, 20-10 en SEC. Peut-être même qu'ils étaient premiers de la SEC ou pas loin. Peut-être c'était Kentucky premier la saison dernière, j'ai oublié. Mais en tout cas, Arkansas était bien sûr dans les équipes de tête. Ils n'ont pas transpiré en SEC comme souvent, mais à chaque fois qu'on les attend tout en haut de l'affiche, notamment pourquoi pas aller au College World Series au moins, ils nous déçoivent. La saison dernière, ils se sont fait éliminer dans leur propre regional, mais pas par des foudres de guerre, j'ai envie de dire, parce qu'ils avaient Simo, je pense que Simo les a battus. J'ai oublié l'autre équipe qui les a battus, mais en gros, ils se sont fait éliminer par des mid-majors. Alors, j'ai pas envie de taper sur des mid-majors, parce que comme je le dis à chaque fois, les mid-majors en baseball, ça sont quand même pas si loin que ça du niveau euh, du haut niveau baseball, mais malgré tout, on ne hiérarchise pas les équipes pour rien. On ne parle pas de mid-majors versus powerhouses pour rien. Les moyens ne sont pas les mêmes. Les équipes au potentiel ne sont pas les mêmes. Et clairement, Arkansas a, comme on dit, choke comme assez souvent quand, entre guillemets, ça compte. Maintenant, ça reste un effectif très très bien construit. Il y a eu des joueurs qui sont partis via la draft, mais il y a des joueurs qui sont toujours là et il y a aussi des transferts très intéressants. L'accent des transferts a été mis aussi sur un peu plus de production offensive, puisque si l'année dernière, on se rappelle quand même, Hagen Smith, pour ne citer que lui, était en train de highlighter un peu cette forte puissance en termes de pitching staff. Au niveau, comment on peut dire ça, du line-up, si ce n'est peut-être le shortstop Weiwa Aloy dont on va reparler tout à l'heure, c'était pas fifou en fait en termes de
puissance, enfin en termes de puissance de line-up, en termes d'efficacité de line-up aussi, tout simplement. On va justement commencer par le line-up. Ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de transferts. Il y a des joueurs, Logan Maxwell dans l'outfield, Kaim Kozil qui vient de Vanderbilt dans l'infield. Il y a des joueurs de JUCO aussi, hein, Justin Thomas qui vient de Florida Southwestern et Brent Iredale qui vient de New Mexico Community College, qui vont être très intéressants à voir aux plus hauts échelons du baseball universitaire. Mais tout ça va marcher ou non selon moi par rapport à ce que va être capable de produire Weiwa Aloy. Je rappelle il vient de... Mon Dieu, il faut que j'arrête, hein. Il est temps que j'arrête. Bref, il vient de la Big West, mais il venait de Hawaï. J'ai oublié d'où il vient, Weiwa Aloy. Il avait transféré du côté d'Arkansas du coup la saison dernière en tant que sophomore. Et en tant que sophomore, il a une saison très intéressante, surtout au niveau de ses aptitudes défensives. C'est quelqu'un de très athlétique, très intéressant pour les scouts au niveau de la défense en tant que shortstop. Au niveau offensif, c'était intéressant, mais il y a quand même des problèmes de strikeout. L'année dernière, c'est 14 home runs, 56 points produits, .270, .355, .485, moyenne à la batte, OBP, slugging percentage. Le ratio but sur balle, strikeout, comme j'ai dit, peut-être un peu élevé en faveur du strikeout, 25-55. C'est aussi 7 bases volées. C'est un joueur très dynamique. Comme j'ai dit, il a des capacités athlétiques très intéressantes. Il a été souvent dans les highlights défensifs. Ce qui est un peu dommage, et peut-être ça c'est plus une question d'habitude ou de flair. Son nombre de buts sur balle, n'importe quoi, son nombre de bases volées aurait pu être plus intéressant compte tenu de son potentiel, en fait, si j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être quelqu'un qui ne tente pas assez, en fait, selon moi. Maintenant, ça va être clairement la star, on va dire, de l'équipe, surtout au niveau défensif. Et on sait que Arkansas, pour briller, va compter sur l'aspect défensif de ses joueurs qui composent son line-up, mais également les pitchers, bien entendu. Alors, c'est vrai, Egan Smith est parti, on l'a déjà dit. Mais Gabe Geikel, qui l'année dernière a été la révélation en tant que freshman en SEC, quand on parle de pitcher, 2,32 diarrhée, en 42 manches lancées, donc il sortait du bullpen, attention, hein, là il va être starter et certainement le l'ace, mais malgré tout il a quand même lancé 42 manches, hein, donc c'est pas rien. Un ratio strikeout, but sur balle, quand même largement en sa faveur, parce que c'est 57 strikeouts pour 19 buts sur balle concédés. Un lanceur droitier, très 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 intéressant. Plusieurs pitches déjà dans sa besace, comme on dit. Capable de faire montre de commande aussi dès son année freshman, donc on va voir comment ça a encore progressé, et ça va être un peu le leader, hein, de ce pitching staff d'Arkansas, tout simplement. Il y a des joueurs à suivre, hein. Il y a un transfert de ECU, Zach Root. Je rappelle que ECU, en termes de pitcher, ça se pose aussi très très haut, hein. On passe à Trey Savage par exemple, qui a été drafté il n'y a pas si longtemps que ça, Carson Wisenhunt, pour ne citer que. Bref, il y a eu du pitcher, il y a toujours du pitcher de très bonne qualité, entre guillemets produit, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais développé du côté de ECU. Il y a aussi un joueur pour moi qui est très important pour eux, et apparemment il est prochain en tant que closer, c'est le releveur Christian Fuchs. L'année dernière, 22 manches lancées en 20 apparitions, c'est un IRA de 0,81. Donc c'est très intéressant quand on a ce type de joueur en mode closer. Ça vous aide à ne pas perdre des matchs. Si vous êtes en lead, vous êtes un peu rassuré de l'avoir pour finir les matchs. Même si vous êtes derrière, vous vous dites au moins on risque pas normalement de se faire creuser d'un écart super conséquent, et c'est très 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 important, surtout en college baseball, je trouve. Donc clairement les mêmes forces et faiblesses que d'habitude pour Arkansas, même s'ils ont essayé de retravailler un peu le line-up pour un peu rendre ses faiblesses moins palpables. C'est donc un pitching staff en général très intéressant, de bonne qualité. C'est on va dire, des joueurs de position qui défensivement, pour la plupart, sont quand même assez solides. Offensivement, il y a du mieux sur le papier, à voir comment cela se traduit maintenant en termes de line-up. Et si tout se passe bien, Arkansas devrait quand même avoir une saison plutôt dans le haut de la SEC. Et on verra si cette fois-ci ils peuvent nous faire mentir en étant encore un peu plus décisifs que ça lors du tournoi national. Voilou.
Il est temps de parler de nos champions 2024. Bravo à Tennessee pour la grosse saison. Ça fait déjà depuis 2021 qu'ils font des grosses saisons, notamment en termes de saison régulière. Même quand c'est des saisons un peu plus délicates, ils arrivent toujours à s'en sortir et à aller plutôt loin dans le tournoi national. Et là, ils ont enfin traduit le tout par une victoire finale. Euh, Ce qui est intéressant avec Tony Vitello, c'est en fait la hargne qu'il semble inculquer à ses joueurs. Au-delà des aspects techniques du baseball, on a l'impression que tous ces joueurs ils se battent comme des chiens, mais j'espère que vous n'avez pas le. Enfin, c'est de manière positive bien sûr, quand je le dis comme ça, dans le sens où ils ne lâchent vraiment pas le morceau. Euh, L'année dernière, ils ont eu des problèmes de blessures en termes de pitching staff. Bon, bah, ils ont toujours trouvé des solutions. Ils ont eu on va dire des sauveurs inattendus, des joueurs qu'ils ont sortis du placard pour lancer des manches, notamment lorsqu'on parle de College World Series. Voilà, des joueurs dont on ne connaissait même pas le nom, qui sont arrivés, qui ont réussi à apporter leur pierre à l'édifice. Bien sûr, il y a des joueurs comme Blake Burke, Christian Moore, qui ont été les leaders et qui ne sont plus là, vu qu'ils ont été draftés, bien sûr. Notamment Christian Moore, je le rappelle que c'est un top 10 de draft. Euh, et là, bien sûr, après les départs, après un titre, et cette fameuse malédiction d'après-titre qui arrive de plus en plus, on dirait, ces dernières années, force est de constater que il y a des questions pour Tennessee, mais il y a aussi quand même pas mal de choses qui rassurent. On va commencer par le line-up pour vous parler des choses qui rassurent tout d'abord. En termes de line-up, ils ont su remplacer les joueurs partis. Par exemple, Christian Moore, seconde base, il est remplacé quand même par un seconde base qui a été très important, c'est Gavin Killen du côté de Louisville. Je rappelle Gavin Killen, quand il signe à Louisville en sortie de lycée, c'est quand même un gros prospect. On parle de lui, pourquoi pas, pour la draft. C'était il y a 2 ans de cela à peu près, 2023 je pense. 2022 ou 2023 en tout cas. Il signe à Louisville, sa saison freshman, elle est pas fifou, elle est pas folle, mais ça arrive à plein de joueurs bien sûr. La transition high school universitaire, ça ne se fait pas de, voilà, n'est pas entre guillemets Dylan Cruz qui veut quoi. Ça ne se fait pas de manière aussi smooth que ça. Peut avoir des moments plus compliqués. La saison dernière, on l'attendait au rebond, parce que je rappelle, il est shortstop à la base. Il a été très très bon, peut-être des petites difficultés défensivement en tant que shortstop. Par contre au niveau offensif ça a été quand même beaucoup plus intéressant. C'est un joueur qu'on a beaucoup de mal à strike out, 22 strikeouts sur 234 plate appearances. C'est pas rien. Et ça va être très important pour Tennessee, parce que Tennessee va vouloir encore une fois être naviguer entre ce baseball de puissance, presque propre à certaines grosses équipes SEC, ce baseball d'opportunité. Ils sont capables de switch d'un mode à l'autre. C'est une équipe un peu grit and grind plus puissance, donc ça peut être un peu le combo parfait. Et donc Gavin Killen va avoir à charge d'être un bon setup en termes de line-up pour le clean-up qui devrait être quelqu'un comme Andrew Fisher dans ma tête. Je ne sais pas exactement comment ils ont projeté le line-up, je vous donne juste mon impression. Andrew Fisher, c'est l'autre gros transfert, parce qu'il vient d'Ole Miss, et la saison dernière en tant que troisième base à Ole Miss, c'est quand même un joueur qui a terminé avec 20 home runs, 57 points produits. Peut-être beaucoup de strikeout pour le coup, mais .643 de slugging percentage, donc c'est un pur slugger pour le college baseball. C'est aussi un joueur un peu comme Gavin Killen qui a une carte à jouer vis-à-vis de la draft, ils sont là pour se montrer également. Et donc à côté de ces joueurs-là, on a des joueurs qui ont été champions, je pense notamment à Dean Curley, le shortstop star freshman de Tennessee la saison dernière, qui a fait une très bonne saison, surtout pour un freshman. Vraiment 12 home runs, 50 points produits, .502 de slugging percentage pour ne citer que ça. Et là, en tant que sophomore, si en plus il arrive à nous faire juste de la confirmation, ça va être top. Si en plus il nous fait une breakout year, comme ça arrive souvent entre freshman et sophomore, alors là, Tennessee est reparti pour être très 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 dangereux. Le Richard Senior Hunter Hensley est toujours là. L'année dernière, c'est quand même 12 home runs, 48 points produits. C'est un joueur très solide et très habitué à la SEC également. Donc, bien sûr, il va apporter expérience, cohésion, leadership dans une équipe qui en a besoin, qui en a forcément besoin avec les départs de Moore et Burke. Mais à côté de ça, il y a des joueurs solides un peu partout. Cannon Peebles, qui pour le coup va vraiment être le pur titulaire de la position de catcher cette saison. Dalton Bargo, Jay Abernethy, c'est le freshman dont beaucoup de gens parlent aussi, qui va
a priori starter en tant que left fielder. Donc non, en termes de line-up en général, on s'inquiète pas trop pour Tennessee, ça devrait aller. Maintenant, en termes de pitching, déjà, il y a le fameux Lionel dont je parlais de Ole Miss qui est donc venu du côté de Tennessee. Il va avoir un peu à charge de revanche, il va vouloir montrer en fait qu'il peut être un pitcher premium et pourquoi pas l'ace de Tennessee. La saison dernière, c'est 5,73 ERA en 11 matchs startés et 16 apparitions au total, 55 manches lancées, 84 strikeouts pour 21 buts sur balle. C'est un lanceur gaucher qui est très intéressant avec une balle déceptive, euh, mais qui va devoir faire preuve de plus de commandes. C'est un peu le là habituel pour ce genre de joueur. Nate Snead est toujours là, l'année dernière c'est 3,11 ERA, c'est un peu la caution sécurité en termes de starting pitching. Et puis on a toujours des joueurs un peu partout, hein. Brandon Arvidsson, Tegan Kunz, apparemment le freshman aussi qui est projeté. Donc à voir quel va être son rôle exactement, plutôt bullpen, plutôt starter de midweek, enfin voilà, on verra. Et puis en termes de bullpen, s'il y a un joueur à retenir d'après les rapports, notamment des baseball, c'est Marcus Phillips, le redshirt sophomore, qui l'année dernière a plus joué en sortie de bullpen qu'en tant que starter. Il a starté 2 matchs. 20 manches au total de jouer pour 4,95 ERA, donc à voir sa progression. Tennessee paraît un peu déplumé, hein, parce qu'ils avaient quand même des joueurs exceptionnels à différentes positions. Je rappelle aussi qu'ils avaient des lanceurs comme Drew Beam qui sont partis aussi à la draft, etc. Donc forcément, il y a du talent référencé de SEC qui est parti, mais ils ont fait des transferts bien sentis pour encadrer aussi des joueurs de retour et des joueurs jeunes, des joueurs moins jeunes. Il y a un peu une belle alchimie qui semble être prête à être mise en place par Tony Vitello. Donc Tennessee est clairement candidat à être en haut de la SEC, à participer au tournoi national et pourquoi pas être son propre successeur en termes de titres. Il y a un peu casser cette malédiction des équipes qui galèrent l'année d'après leur titre. Voilou. Transition toute trouvée. On va parler du champion 2023 qui a eu du mal en 2024, LSU. Les Tigers de Louisiana State, sous l'égide encore une fois de Jay Johnson, ont terminé la saison de belle manière pour pouvoir au moins se qualifier pour le tournoi national. Ils ont terminé dans le bilan SEC avec 13 victoires, 17 défaites, mais il faut savoir qu'à un moment, ils étaient dans le dur, ils étaient dans le mal. Je pense qu'ils étaient en 3-9 à un moment, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, ils étaient parmi les dernières équipes de la SEC sur la moitié, pendant au moins plus de la moitié de la saison SEC, du calendrier SEC, pour vous dire à quel point c'était délicat. Puis ils ont eu le coup de boost nécessaire pour pouvoir au moins se qualifier pour le tournoi national. Et au tournoi national, alors ils n'ont pas passé les regionals, mais ils ont donné du fil à retordre à North Carolina. On a retrouvé en fait un LSU beaucoup plus compétitif sur la fin de saison. Ça s'est terminé prématurément, mais au moins, ils n'ont pas eu une saison complètement catastrophique, un peu à l'image des 2 précédents champions, que sont donc Ole Miss et Mississippi State. Encore une fois, à LSU, il y a beaucoup de talent, du talent à revendre, des joueurs qui sont de retour, il y a des transferts aussi bien sentis, ici et là. On va commencer bien entendu par le line-up, comme d'habitude. En termes de line-up, il y a des transferts bien sentis, comme je le disais. Luis Hernandez, le catcher senior qui vient de Indiana State. L'année dernière, c'est 23 home runs, 76 points produits. C'est quand même très intéressant pour un catcher et surtout il va apporter son expérience derrière le marbre. Daniel Dickinson de Utah Valley, c'est un joueur aussi qui a beaucoup produit. 18 home runs, 53 points produits et surtout qui a montré de la discipline à la batte, 28 strikeouts seulement en presque 300 plate appearances, donc très intéressant. Et puis il y a bien sûr Chris Stanfield qui nous vient d'Auburn, qui pour le coup a été solide à défaut d'être exceptionnel, mais qui va surtout apporter sa défense dans l'outfield maintenant qu'ils ont perdu des joueurs comme Paxton Kling. Donc voilou, il y a toujours des Josh Pearson maintenant qui est senior, ça passe tellement vite. J'ai l'impression qu'il était freshman, ouais, il était freshman genre en 2022, un truc comme ça. Enfin bref, ça passe super vite. Forcément, il n'y a que 4 ans, donc ça passe d'autant plus vite. Jared Jones, qui pour le coup est éligible à la draft et devrait être un de ses top prospects de la draft à venir. Je peux donner ses chiffres à lui parce que l'année dernière c'est quand même 28 home runs. Et oui, c'est un des plus gros frappeurs de home run de la saison dernière. 61 points produits,
747 notamment de slugging percentage, chiffre PlayStation bien sûr. À voir s'il va pouvoir confirmer et porter un peu cette équipe. Et bien sûr, on va suivre ce que va faire Michael Braswell, le senior. L'année dernière, il avait une belle carte à jouer pour faire montre un peu de ce qu'il est capable, pourquoi pas pour la draft. Ça s'est pas passé comme prévu, mais en tout cas, il a une saison plutôt intéressante, surtout défensivement. Et donc, on va un peu voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va voir aussi l'intégration de freshmen comme Derek Guriel, dont on parle beaucoup du côté de Bâton Rouge. Ça va être un peu, voilà, ça va être tout simplement un peu les questions à se poser. Mais en gros, encore une fois, on a un line-up très explosif sur le papier. Maintenant, les questions vont se poser plutôt au niveau du pitching, hein, parce que je rappelle que l'année dernière, le pitching a été plutôt intéressant. Et bah, puisqu'il a été intéressant, il a été drafté. Ce pitching, j'ai envie de dire que tout d'abord, l'Ace, la saison dernière, Luke Allman, qui a fait une saison super vraiment, parce qu'on l'attendait pas à Paris Fête, bah, il a été drafté dès la competitive balance round B, hein, donc dès le deuxième tour par les Reds de Cincinnati. Griffin Herring, le lanceur gaucher au potentiel très intéressant, a aussi été drafté. Je pense que les Yankees. Je me demande aussi si des joueurs comme Thatcher Hurd ou même Gage Jump n'ont pas été draftés par hasard. Je vérifie au moins pour Gage Jump. Gage Jump, yep, exactement. Il a été drafté pas très loin de Luke Coleman pour le coup, parce qu'il a été drafté par les A's. Pareil, competitive balance round B, donc au niveau du second tour. Donc tous ces joueurs-là qui étaient très 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 bons en termes de lancer, bah, ils vont manquer à LSU. Mais il y a quand même des joueurs intéressants. Il y a des transferts tout d'abord très intéressants. Anthony Hanson et Connor Ware. Il y en a un, c'est le Juco, c'est Connor Ware. Et UC San Diego, c'est Anthony Hanson. Bah, ce sont des joueurs dont il va falloir trouver la place, mais qui pourraient pourquoi pas même aider dans la rotation. Il y a un joueur aussi dont on parle beaucoup, c'est Cade Anderson. L'année dernière, c'était plus un joueur de bullpen que starter, mais il a quand même starté 9 matchs, 38 manches lancées, 3,99 diarrhées, lanceur gaucher. Il pourrait être l'ace de cette saison. Et donc, il y a le fameux Chase Shores dont on parle beaucoup. Parce que l'année dernière, il a été blessé en tant que sophomore. Là, il arrive en tant que junior avec une saison blanche derrière lui. Mais il va vouloir un peu reprendre le fil de sa carrière. Et en fonction de ce qu'il va montrer, il pourrait en fait permettre à LSU d'avoir encore une fois on va dire, une rotation potentiellement très solide comme celle de la saison dernière. Maintenant, un joueur pour moi à suivre dans le bullpen, c'est Gavin Guidry, qui était déjà là la saison dernière, qui était un pur joueur de relève, qui pouvait close, qui pouvait faire des fins de match en général, ou en tout cas les dernières manches en général s'il le fallait. C'est 2,59 d'IRA la saison dernière. 36 strikeouts pour 18 walks en 24 manches lancées. Peut-être beaucoup de walks, mais quand même ça a été un joueur très sûr pour LSU. Donc, pour résumer, il y a eu pas mal de départs, notamment via la draft, quand on parle de pitching. À voir comment les pitchers qui sont là vont pouvoir faire que ça ne se sente pas vraiment. Et à partir de là, avec un line-up comme ils l'ont actuellement, c'est un line-up toujours très intéressant, très solide, LSU pourrait très clairement de nouveau viser, pourquoi pas les College World Series, tout simplement. Voilà pour LSU. Et donc, si je sais compter, il nous reste une seule équipe. Cette équipe, c'est Texas A&M. Texas A&M finaliste la saison dernière. 19 victoires, 11 défaites en SEC, 53-15 au global. Donc comme j'ai dit, finaliste perdant face à Tennessee. Là encore, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Par exemple, via la draft comme Braden Montgomery. Via les transferts, ça a été un peu le chaos pendant un moment, juste après la finale perdue. Je le rappelle, Jim Schlossnagle est annoncé partant pour une autre fac du Texas, la fac de Texas, du côté d'Austin. Ça passe difficilement, surtout qu'à ce moment-là, on entend beaucoup de rumeurs qui disent que les joueurs vont entrer sur le portail des transferts, que tout son staff va le suivre, etc., etc. Donc on se dit que là, ça y est, c'est fini. Texas A&M, après 3 saisons encourageantes, voire super satisfaisantes, sous l'égide de Schlossnagle, va repartir un peu dans les bas-fonds de la SEC. Mais que nenni. Les joueurs, finalement, décident de rester pour la plupart. À côté de ça, des assistants de Schlossnagle, Michael Early, accepte le rôle de head coach. C'est donc sa première saison en tant que head coach du côté de College Station.
Et il va avoir un groupe, peut-être le groupe le plus fort sur le papier de la SEC, un groupe très intéressant pour pouvoir tenter de faire au moins un nouveau trip du côté de Omaha. On va commencer comme d'habitude par le line-up. Pour faire simple, les meilleures pièces sont toujours là. JC Laviolette, pour l'instant le numéro 1 de la draft en termes de projection, la draft 2025. Et là, je rappelle, c'est quand même 29 home runs, 78 points produits. Peut-être beaucoup trop de strikeouts. C'est son seul défaut, lui, c'est les strikeouts. Mais je rappelle que ses points 726 de slugging percentage, pour ne citer que ça. C'est un joueur dynamique, très bon défensivement, centerfield, puissance de bras, même au niveau défensif pour le lancer. Il couvre beaucoup de l'outfield, vraiment une star du college baseball en tout cas, s'il en est, et donc on va voir sa progression, parce qu'il va falloir qu'offensivement il soit plus poli. Il ressemble plus à un diamant brut quand on regarde ses stats de la saison dernière, un diamant brut qui peut faire très mal. Ça peut être une sorte de Jack Caglione de 2023 qui passe à Jack Caglione de 2024. C'est tout ce qu'on lui souhaite pour devenir plus propre en fait dans son approche. S'il devient plus propre, alors il y aura très peu de concurrence avec lui pour ce fameux cette fameuse position de numéro 1 au moins dans les mock drafts. Après la draft, comme vous le savez, il y a aussi des négociations, il y a le bonus pool, il y a des prix, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément être récupéré en première position, mais en tout cas c'est le prospect numéro 1 alors on parle, et pourtant il y a quand même des choses encore à changer. À ses côtés, Gavin Graovac, l'année dernière a fait une saison freshman exceptionnelle, on peut le dire. C'est 23 home runs, 66 points produits. Lui aussi, il a quand même des soucis de strikeout. Il a presque été strikeout 100 fois. C'est quand même beaucoup. Mais malgré tout, c'est un joueur qui a su, avec Laviolette et Brian Montgomery, porter le haut du line-up de Texas A&M. Mais quand on parle de Texas A&M, il ne faut pas s'arrêter à juste ces joueurs-là, puisque Caden Kent est de retour. Sa défense en tant que shortstop, ses qualités à arriver sur base vont être très importantes. Caden Sorrell, le freshman de la saison dernière, qui est donc maintenant sophomore, va être aussi là avec peut-être une progression à annoncer, le right fielder. Et puis donc comme je disais, il y a des transferts, bien entendu, bien sentis. Gavin Cash, c'est le transfert le plus connu, parce que bon, moi je l'ai beaucoup vu à Texas Tech. Texas Tech, c'est une équipe très offensive, et il ne faisait pas tâche là-bas du tout. L'année dernière, c'est encore 15 home runs, 51 points produits. C'est peut-être aussi un joueur qui se strike out pas mal également. C'est peut-être un peu la marque de fabrique de ces joueurs offensifs de Texas A&M, mais du coup, il va apporter encore plus de pouvoir offensif. À Texas Tech, il jouait plutôt en première base, donc à voir du côté du left field de Texas A&M comment ça va se passer. Et puis sinon, on a des joueurs comme Wyatt Hensler qui vient de Penn, notamment ses 22 home runs la saison dernière. On a Matt Bergevin qui vient de Fairfield, 18 home runs la saison dernière. Donc vous l'avez compris, il y a une équipe très 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 potente au niveau offensif sur le papier. Maintenant, si on parle pitching, déjà la première bonne nouvelle, c'est Ryan Prager qui s'est assis quand même sur un bon petit bonus lors de la draft. On lui a proposé, je pense, un peu plus d'1 million lors de sa draft, mais il a décidé de revenir du côté de College Station, puisque selon lui, il n'a pas terminé son histoire avec ces derniers. Il a été l'ace de Texas A&M l'année dernière, peut-être l'un des meilleurs pitchers de SEC, la saison dernière avec Luke Holman et donc Hagen Smith, de 95 d'IRA. Presque 98 manches lancées, 124 strikeouts pour 20 buts sur balle. Faut s'en rendre compte. Vraiment l'ace de cette équipe, donc ça devrait être encore l'ace cette saison. À ses côtés, un autre joueur qui était l'année dernière lanceur numéro 3, qui devrait être maintenant lanceur numéro 2, c'est Justin Lamkin. L'année dernière, c'est 5,21 d'IRA. Pareil, il mange beaucoup de manches. Un ratio strikeout but sur balle très important, 88-22. Donc là aussi, c'est un joueur très 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 important dans le système de Texas A&M en termes de pitching. Et puis ensuite, il y a pas mal de joueurs dont on parle pour finir un peu cette rotation. Il y a Caden Wilson, freshman la saison dernière, sophomore cette saison, qui est projeté pour devenir un starter, mais peut-être que ce qui va être fait par Michael Early, c'est de l'intégrer plutôt à la midweek pour l'instant, et de toujours le faire sortir du bullpen pour qu'il se rassure, parce qu'il y en a en 11 manches lancées, c'est quand même 9,82 d'IRA, donc certes pas assez de manches lancées pour vraiment avoir un ordre d'idée, mais malgré tout, c'est un peu cracra. Et puis il y a le transfert de Long Beach State qui aussi produit souvent des pitchers de qualité. Ils en avaient... mon dieu, j'ai encore oublié, c'est Juaron quelque chose. J'ai encore oublié son nom, mais en fait il était à Long Beach State, il a transféré à Oklahoma State. De Oklahoma State, il a été ensuite drafté, c'était en 2023.
2024. Bref, comme j'oublie les noms, je ne vais pas trop en parler, mais Miles Patton est un peu dans cette lignée-là de tous ces lanceurs bien développés du côté de cette équipe de Big West. L'année dernière, c'est 3,26 d'IRA en 66 manches lancées, 85 strikeouts pour 24 buts sur balle. Il peut vous manger des manches, il peut vous faire un peu de tout. Ça va être à voir comment il traduit cela dans la meilleure conférence du pays par contre. C'est toujours un peu la question qu'on se pose quand un joueur transfère en SEC et notamment un lanceur. Mais il n'y a pas de raison pour que ça se passe si mal que ça non plus. Et puis voilà, quand on regarde le bullpen, Josh Stewart est annoncé closer. L'année dernière, il n'était pas exactement closer, il était dans le bullpen tout court. Il était en relève, plutôt même milieu de relève. 4,26 d'IRA, 31 manches lancées, 39 strikeouts, 9 buts sur balle. Donc tout ce beau monde, sachant que ce dernier est senior, donc il apporte aussi certaine expérience. Tout ce beau monde, à part Caden Wilson, est très expérimenté et devrait être un peu cette partie lead du pitching staff de Texas A&M. Donc s'il n'y a pas de blessure, avec un pitching staff solide, avec un line-up au potentiel effrayant, avec des freshmen aussi à intégrer, qui sont très talentueux, Texas A&M, les questions se posent aussi en termes de coaching. Qu'est-ce que va pouvoir apporter Michael Early en reprenant un peu le blouson entre guillemets de Jim Schlossnagle, qui a lui pour le coup une bonne trentaine d'années d'expérience. C'est un peu ces questions-là qu'il va falloir voir du côté de Texas A&M, et en fonction de comment elles sont répondues, Texas A&M pourrait très bien être la meilleure équipe de SEC. Voilà pourquoi je finis avec eux pour cette preview. Et de même, il pourrait pourquoi pas repartir en College World Series et tenter de finir une histoire qui ne s'est pas terminée de la meilleure des manières la saison dernière. Voilou. Je vais faire une dernière petite pause, puis ensuite en 5 minutes on va finir ce podcast. Voilou, donc pour toute cette preview, comme pour les derniers podcasts, je vais vous donner mon joueur de l'année, mon pitcher de l'année et pourquoi pas le freshman de l'année, comme ça se fait dans tous ces magazines, enfin du côté de tous les journalistes qui suivent un peu le college baseball. On va commencer par le freshman de l'année, parce que j'ai vu, c'est toujours la chose où j'ai le plus de mal, donc moi je me réfère beaucoup à ce que je lis, et comme beaucoup de différents éditos parle de ce joueur-là, je vais le prendre lui, c'est Derek Curiel, le joueur de LSU. Comme j'ai dit tout à l'heure, on parle quand même pas mal de lui, pourquoi pas commencer dans le line-up dès le départ. Donc on attend monts et merveilles de ce joueur, à voir ce qu'il va pouvoir faire en termes de développement sous l'égide de Jay Johnson. Donc c'est lui que je prends. Je suis pas très original parce que pour le coup je copie ce qu'ils disent. Par contre, en termes de pitcher de l'année, Ryan Prager pour moi c'est maintenant qu'il n'y a plus Luke Coleman, il n'y a plus Hagen Smith, c'est le pitcher le plus expérimenté avec les meilleures performances. C'est un peu ce combo magnifique qu'on a eu la saison dernière qui est encore là, enfin qui est de retour. Donc pour moi ça fait très peu de débat en termes de pré-saison bien entendu. Je ne sais pas comment il va faire lors de la saison, mais c'est le jeu des prédictions. Et pour le joueur de l'année, je ne vais pas être très original, je vais dire JC Laviolette, puisque c'est un joueur qui peut terminer en 30 home run potentiellement. Au niveau défensif, ça va être toujours très efficace. Au niveau offensif, on va juste espérer qu'il apporte un peu plus de discipline, une meilleure approche à la batte pour être vraiment complet. Et là, on a notre potentiel numéro 1 top prospect de la draft 2025. Voilou. Donc, les previews sont terminées. La saison a déjà commencé, comme vous l'avez compris, mais je ne pouvais pas, comme je l'ai dit, faire cette preview avant que ça commence, malheureusement. En tout cas, on est qu'en tout début de saison, on n'a eu qu'un week-end pour l'instant et quelques matchs de midweek. On est là, en fait, j'avais commencé le lundi à enregistrer, pour être honnête avec vous, mais avec le boulot et compagnie, là je le finis ce mercredi, mercredi 19. Donc je pense que ce podcast-là va sortir le jeudi 20. Quand vous allez écouter, ça sera certainement jeudi du coup. Et on va essayer de se retrouver, pourquoi pas, la semaine prochaine pour faire un petit podcast beaucoup plus tranquille, beaucoup plus smooth, où on va parler un peu de ce début de saison qui a été très excitant en termes d'opening week-end et qui en termes d'upset de midweek a été très intéressant aussi, je peux vous le dire. Il y a eu des choses intéressantes à voir. Bon,
Voilà, voilà, je vais pas encore plus étirer ce podcast, du coup je battrai pas mon record. Mais en tout cas, merci encore une fois pour les écoutes. N'hésitez pas à me faire des retours, à mettre critique s'il le faut. C'est, enfin voilà, ça ne peut que m'aider. Et puis je vais aussi essayer, pardon, de prendre un peu de temps pour écrire quelques articles pour The Strikeout, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, on va se prendre un peu moins la tête sur les prochains épisodes après ces épisodes un peu plus lourds. Mais voilà, encore une fois, merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Pretty well hit to center field. And he is off the glove of Barry White.